Salut à tous et bienvenue sur Jab Live pour notre Jab Hook hebdomadaire. Jab Hook, votre format hebdomadaire sur la boxe anglaise. Et gros programme cette semaine puisqu'on a un week-end de fou. Vous l'avez lu sur la miniature. Canelo Crawford à la Legion Stadium de Las Vegas. Ce sera samedi et dimanche au Japon. À Nagoya, ce sera Naoya Inoue contre Murodjon Akhmadaliev. Énorme week-end. La dernière fois qu'on a eu Inoue et Crawford dans la même semaine, les gars, ça a donné quelques performances de choix. Et je suis ravi, on a sorti les 4 fantastiques pour un programme aussi lourd et aussi chargé. Mes deux compères habituels, comment ça va, Kabir? Ça va, super, merci. Très heureux d'être avec vous. Ouais, et là, bonne compo pour une très, très bonne soirée et semaine de boxe au global. Il y a des choses à dire, tu le sais. Et Dylan, comment ça va? Salut, enchanté d'être avec Antoine Simon sur cette présentation. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ah, J'en peux plus. Mes haters, en majorité, sont des haters d'Antoine Simon. C'est très drôle, ça, par contre, en vrai. Et notre guest d'honneur, on le sort quand vraiment il y a le programme vaut le coup. Monsieur Philippe, comment ça va? Zap Pipa Salut sur les les gars. réseaux, bien sûr. Merci beaucoup, ça va très bien, merci. Bon, écoute, gros programme très chargé. On va commencer bien sûr par le gros morceau médiatique du week-end. Ce sera sur Netflix. Si vous avez l'abonnement Netflix, ce sera disponible pour vous dans la nuit de samedi à dimanche. Canelo Crawford, on le disait, le champion incontesté à 4 ceintures, des super moyens. Saul Canelo Alvarez, le Mexicain, contre Terence Crawford, champion unifié chez les, enfin incontesté chez les welter, mais aussi chez les super légers, champion du monde dans 4 catégories, invaincu jusque-là en 41 combats. Énorme choc. On a fait il y a 2 semaines, on n'a pas eu de Jab Hook la semaine dernière parce que j'étais à Paris, il y avait un petit UFC à couvrir, des petites choses à faire là-bas. Mais on a fait, si vous vous souvenez bien, notre épisode déjà sur l'importance historique du choc, mais on n'avait pas Philippe à ce moment-là. Philippe, je voulais te brancher là-dessus parce qu'en plus on avait cité un de tes tweets Bien sûr, ouais. qui a envoyé Je n'ai pas changé d'avis. Hein. voilà, moindre. Donc, dis-nous un petit peu, toi, ce que tu en penses sur ça. Et tu voyais une importance pas très grande, en fait, à ce combat, historiquement, même sur la Legacy des gars. En fait, pour moi, la chose qui est compliquée quand on parle de boxe ou de sport de combat, contrairement à d'autres sports comme le foot ou le basket, c'est qu'un combat, il est important qu'une fois qu'il est disputé. Si ce combat, il est magnifique, il est un combat où, effectivement, on peut dire que c'est un exploit si Bud va chercher les titres indisputés à Canelo, qui a donné une grande performance. Si ce combat, il est horrible, est-ce qu'il sera toujours aussi important? Et mon point le plus, pourquoi je trouve que ce combat, il est pas si important, s'il était apparu il y a 2 ans, 3 ans, il aurait un peu plus de sens et c'est vraiment parce que Canelo, pour moi, il a descendu de niveau de fou. C'est pas à cause de Bud, parce que Bud est plus âgé, mais il est beaucoup plus frais physiquement. Canelo, il a que 35 ans, je crois, il a mon âge, mais pour moi, dans ma tête, il en a 42. Et si jamais Bud lui rune dessus, est-ce qu'il aura le même respect qu'on donne à Hector Camacho pour avoir dégommé Sugar Leonard, tu vois? Sugar Leonard, c'est le genre de truc, tu vois? C'est que ce combat, il arrive trop tard parce que Canelo, pour moi, même s'il est plus jeune, il est déjà complètement en fin de carrière. Bah, il a commencé à 15 ans, hein, on rappelle, chez les pros C'est Canelo. pour ça. Et avec un style où il faut encaisser de malade, il a combattu des monstres également. Et donc là où je disais que ça changerait pas l'héritage, pardon, c'est juste que peu importe ce qui se passe samedi soir, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, ça va pas changer ce que je pense de la carrière magnifique de Canelo et du talent incroyable de Bud. Peu importe qui perd, en fait. C'est ça que je voulais dire ça peut être fun, mais au-delà d'un truc de titre en plus pour Terence, c'est pas ça qui va changer ce que je penserais de eux dans 20 ans. Voilà. Hein, mais pour les historiens de la boxe, un peu quand même, Philippe, les gars, je vais vous faire rebondir sur ce qu'a dit Philippe aussi. Si c'est Bud, champion dans 5 catégories, invaincu, 3 fois undisputed à l'ère des 4 ceintures, 4 fois champion linéaire, il y a quelque chose quand même, non? ouais, clairement, je pense qu'il y a quelque chose. Et justement, c'est là où je pense que c'est quand même un combat qui a toute son importance, malgré le fait qu'en termes de timing, ce soit clairement pas le meilleur timing possible pour Canelo, parce que je te rejoins sur le fait que bien qu'il soit plus jeune, il a une rouille de combat. Et c'est même pas méchant quand on dit rouille, c'est vraiment le terme qu'on peut utiliser, c'est la rouille. C'est à force d'essuyer des coups et d'en donner. Forcément, on n'a plus forcément la même, la même résistance physique, mais au-delà même de ça, il y a aussi une certaine usure, peut-être même psychologique, à l'issue d'une aussi longue carrière. Il en a 67 combats actuellement. Donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu n'as plus la dalle que celle que tu avais quand, par exemple, tu es parti prendre Mayweather il y a une dizaine d'années. Et justement, si on peut rebondir sur Mayweather, on a aussi eu le débat avec une dizaine d'années lorsque Mayweather et Pacquiao se sont affrontés. Le combat a eu lieu trop tard, mais il a quand même eu un retentissement médiatique, une importance dans la boxe également. Et effectivement, peu importe le résultat, ça a été un combat qui a eu quand même un certain impact. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, là où Mayweather a gagné et donc il restait invaincu, on pourrait se retrouver dans une situation plutôt similaire avec un Crawford qui, si par exemple il gagne, bah, gardera cette image-là de boxeur invaincu qui a réussi même à battre
des mecs qu'on pensait imbattables ou des mecs qui étaient aussi des all-time greats. Et je pense que ce combat-là, il permettrait, et je reste sur ce point qu'on avait eu il y a 2 semaines en me disant que Crawford, c'est celui qui a le plus à gagner. Je reste sur ce point en me disant que si Crawford arrive à accomplir l'exploit de battre le visage de la boxe actuelle, clairement, il sera en position pour être le boxeur générationnel, le boxeur de cette génération. Et dans nos débats qu'on a sur les top pound for pound, je pense qu'il aurait clairement là des armes pour être le premier sans grand débat. J'ai 2-3 trucs à dire là-dessus. Netflix a survendu le truc en mode c'est le plus gros combat de la carte de Crawford et de la carte de Canelo d'ailleurs. Ils ont dit les deux. Canelo a tempéré d'ailleurs au micro en disant c'est un de mes plus gros combats, ce qui est beaucoup plus vrai parce que je pense que le plus gros combat de la carte de Canelo c'est Triple G 1. Enfin, en termes de retentissement de ce que nous en tant que fans de la boxe on ressentait devant notre écran à ce moment-là. Ouais, son plus gros combat en termes de retentissement, le 1, parce qu'on ne pensait même pas que ça allait se faire, tellement ça a été la galère pour l'organiser en plus. Ce qui me fait rebondir sur le plus gros combat de la carrière de Bud, ça restera le combat contre Spence. C'est un combat qui a mis des années à se monter. Tu vois, tu parlais de Mayweather-Pacquiao, sauf que ça arrive où ils sont tous les deux plus ou moins à leur prime, contrairement à Mayweather-Pacquiao. C'est un combat où en plus il met une masterclass monumentale et c'est le numéro 3 contre le numéro 4 pound for pound du classement The Ring de l'époque. Enfin, c'est un truc de fou furieux. Et ce qu'on a ressenti à ce moment-là, c'était vraiment incroyable. Et je trouve que j'aime pas trop le narratif qu'il y a là, de la part de The Ring notamment, ou de Netflix, de l'UFC, sur le côté Crawford n'a jamais eu un combat de cette ampleur-là, et ce sera le plus grand exploit de sa carrière, et machin et truc. Enfin, la preuve que The Ring Magazine il a quand même vachement changé de direction, parce que le dernier numéro papier avant justement Turquie, c'est le numéro papier sur Crawford Spence. Ils avaient fait hors série avant le fight. Il y a un dossier de 70 pages sur le combat, l'importance historique du combat, ce que ça représente. C'était un fight 50-50. Donc tout ça pour dire, je pense pas que ce soit le plus gros combat de la carrière, ni de l'un ni de l'autre. Par contre, en termes de legacy final, pour Crawford de dire j'ai été undisputed dans 3 KT, là, en fait, là, le top 3 pound for pound actuel, les 3, ils ont été undisputed dans 2 catégories. Là, Crawford, il peut être un peu seul au monde, il peut créer sa propre galaxie dans cette génération-là. Et je suis d'accord que Canelo est sur la fin et qu'il ralentit. Mais moi, il y a un truc quand même que j'ai capté en bossant justement hier sur le dossier. Je me suis dit, putain, en fait, ces derniers combats, depuis Triple G3 à peu près, les gars, en fait, ils fuient Canelo dans le ring. Il n'y en a aucun qui vient pour se battre contre Canelo. Ils boxent tous en reculant, y compris Charlo. Hein, mais alors bon, le meilleur exemple, c'est le dernier. C'est Skull. Berlanga. Et Berlanga juste avant. Les mecs viennent pas pour combattre, ils viennent pour prendre un chèque et survivre à 12 rounds avec Canelo. Et il met quand même des downs. Alors ça fait 4 ans qu'il a pas mis un KO, Canelo, mais il met des downs et tout. Ryder, par exemple, je sais pas comment à la fin du combat il a encore envie, parce qu'il se fait dégommer pendant tout le combat. Là, il y a vraiment, il est debout parce qu'il a un cœur de lion, honnêtement. Mais je trouve que Canelo était un peu moins préparé parce que combat avec moins d'enjeux et combat moins difficile. Mais surtout, je trouve que les mecs viennent pas pour combattre contre Canelo, ils viennent pas pour le battre. Philippe, vas-y. Moi, je suis clairement d'accord avec toi, Dylan, là-dessus, que les mecs, ils viennent pas pour faire du corps à corps avec Canelo. Mais est-ce que tu penses pas que si tu prends le combat contre Skull ou même Charlo, le Canelo de 2019 ou 2021, il l'extermine? C'est-à-dire que là, moi, ce qui vraiment me traumatise dans cette histoire, la performance contre Charlo, je trouve que Canelo, il se débrouille pas mal, parce que Charlo, il évite vraiment le combat, mais Ah ouais. il arrive à lui couper le ring. Il a quand même encore des astuces qui marchent bien, tu vois. Des feintes de bras avant pour reprendre avec le crochet. Enfin, il fait quand même, il gagne le combat facilement, tu vois. Il n'y a pas de problème. Après, contre Berlanga, je trouve qu'il fait une bonne performance. Et contre Mungia, tu sens que physiquement, il a plus 25 ans, tu vois, mais il gagne quand même le combat. Contre Skull, je te jure, je sais pas ce qu'il fait. Je suis à me demander s'il était pas malade ou blessé. Parce que sa performance, c'est une catastrophe. Je comprends pas pourquoi les gens ne lui sont pas plus tombés dessus que ça. Je pense qu'on a mis beaucoup aux Cubains dans la tête qu'il n'a pas combattu, mais c'est la règle du jeu. Hein. Je veux dire, lui, il voulait pas aller au corps à corps avec Canelo. Canelo, il n'a jamais réussi à le cadrer avant d'arriver au 9e, 10e round. Et il y a un moment, il était tellement frustré rapidement qu'il se prenait des contres. J'avais l'impression de voir un amateur presque. Ouais, ça, c'est vrai, Et pardon. comment Canelo, que j'ai vu toute ma vie, que j'admire, qui est genre peut-être top 20 de mes boxeurs préférés de tous les temps, peut avoir des entrées aussi dégueulasses, être lent, je peux bien le comprendre. Philippe, ça Mais c'est ne joue pas qu'il soit 5 h du matin quand même, à Riyad, ce jour-là. Non, mais je te dis peut-être parce que justement, il a vraiment, quand tu regardes le combat, il a vraiment une tête des mauvais jours. C'est-à-dire que je me suis dit,
peut-être il a une entorse, peut-être il a un truc à la jambe, ou alors il a une. Toi, tu peux juste avoir une intoxication alimentaire, une saloperie, tu vois, ou la coupe de poids qui s'est mal passée. Alors, ce qui serait contradictoire, parce qu'on dit que c'est lui qui est habitué à cette classe de poids. Mais sa performance contre Scott, j'essaie de me dire, si jamais il ressemble à ça samedi soir, je vais pleurer. Genre, il est catastrophique. Je lui mets un 2 sur 10, toi, genre, par rapport à ce que lui, il est capable de faire. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point il était frustré rapidement. Qu'il soit frustré après chasser 9 rounds, 8 rounds en fantôme, je veux bien. Mais dès le 3e round, il est énervé. Tu vois, il est déjà frustré et il se pourrit un peu le combat. Alors, j'espère de tout mon cœur que c'est juste une fausse note parmi une carrière incroyable et qu'on a au moins celui qui a affronté Berlanga, Munga, qui arrive samedi. Et là, on a un combat dans ce cas-là. Ouais, je pense qu'il a pris sérieusement ce combat. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pense qu'il a vraiment pris sérieusement. On a vu au niveau de la prépa et c'est pas le même acabit d'adversaire et ça va même pas être la même stratégie qui va être adoptée. C'est vrai que Canelo n'a pas fait le combat de sa soirée, mais vraiment, je trouve que School n'a pas rendu le combat facile. Parce que lui, dans le vestiaire, il s'était dit juste, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. C'était sa mission. Donc c'est vraiment pas évident. Et évidemment qu'un Canelo, son run, son gros run jusqu'à Golovkin, il l'aurait éteint, il aurait séché en quelques rounds. Mais là, on parle encore du cas où voilà, il est un peu rouillé, il n'y a pas d'enjeu, il y a pas spécialement d'enjeu, il y a aussi tout cet aspect-là. Là, je pense qu'avec Crawford, c'est le combat à ne pas perdre. Et donc, en termes de prépa, en termes d'approche, je pense qu'il y aura pas. Ça va être physiquement, en fait. Ça va être un très, très gros duel physique. Mais je pense que sur ce point-là, j'espère qu'il sera le Canelo des grands soirs. Non, mais je pense aussi, et je te dis, je pense quand même que la frustration de Canelo très vite dans le combat contre Skull, je suis sûr et certain que dans sa tête, à un moment, il y a un truc à se dire. OK, je sais pourquoi j'ai pris ce gros chèque, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Il est 5 heures Ouais. du mat, je suis à Riyad dans une salle vide, j'affronte Aucune ambiance, aucune ambiance. Le mec, il a pas l'habitude. Il combat à Las Vegas, toute la foule est pour lui, ou dans des stades dans sa ville natale, au Mexique, où vraiment t'as 50 000 personnes qui crient son nom. Ouais, Là, il est à Riyad, il est à 5 heures du mat, comme tu dis, il a rien dû comprendre, hein. non, qu'est-ce que je fous là? Et je sais bien que je vais l'affronter parce que Turki veut qu'il y ait les 4 ceintures contre Crawford, mais ouais, en vrai, flemme un peu, tu vois, de ce Ouais, ouais. truc-là et donc frustration qui remonte très vite, à mon avis. Je te suis sur la 1re chose que tu as dit quand même sur un truc, Philippe, sur le côté, ça va dépendre ce que délivre le combat, aussi. Parce qu'il y a même il y aura même une tâche un peu sur un truc, c'est-à-dire que si le combat est vraiment, merdique, en vrai, bah, tu te diras encore plus: «Putain, en fait, c'est pas les combats qu'on aurait dû avoir». On aurait dû avoir Benavidez pour Canelo et on aurait dû avoir Boots ou aller vers Gil Ortiz peut-être pour Crawford, en fait, tu vois? Et ça, je pense que, bah, on le verra que dans la nuit de samedi à dimanche quand on va voir ce qui va se passer sur le ring. En tout cas, vas-y, finis et après Je je veux juste rajouter un truc sur Canelo. Et oui, effectivement, là, vous me rassurez déjà de me dire que tout le monde a vu qu'il y avait un truc qui cloche avec Canelo, ou qu'au moins, du moins, peut-être la motivation n'était pas là, ou les gens disent: «Qu'est-ce que je fous ici?» C'est vrai qu'affronter un adversaire qui n'est pas non plus un nom immense. Parce qu'on parle toujours de Skull qui run et de Canelo qui n'arrivait pas vraiment à le couper. L'avantage de samedi soir, c'est que Bud, il va pas run dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gens qui connaissent pas la boxe vont te dire que bon, bah, Bud va combattre à l'extérieur et Canelo prendre le centre du ring. Comment je pourrais dire ça? Bud, l'avantage, c'est que c'est un mec qui va au combat. Oui. Genre, excusez, quand il était surtout on va encore se faire dégommer parce que je vais parler en pounds, 140 pounds, 147, cette discipline-là, quand il était en welterweight, par exemple, heu, c'est un mec méga agressif qui est juste extrêmement talentueux. Mais Bah, Bud, il il peut a mis combattre. 10 ans de KO quasiment, 8 ans. Il met Oui, 8 ans de 8 ans de KO d'affilée, ouais. il avait une série qui était incroyable. Mmh. Et pour revenir juste sur Bud, avant qu'on parle vraiment de tactique, technique, c'est marrant parce que sa carrière à lui, elle a mis extrêmement longtemps à décoller. Malgré qu'il soit champion à disputer dans différentes catégories, malgré ses performances de fou, Top Rank, ça a été une catastrophe avec et tout. C'est que en battant Spence que là, tout le monde s'est dit: «Waouh, en fait, c'est un monstre». Sauf qu'il a déjà 35 ans. Et, et là, maintenant, effectivement, s'il bat Canelo, ça va être, tu vois, genre, c'est immense pour lui. Et c'est bizarre que les deux, il y en a un, c'était une star à 17 ans, j'allais dire, et l'autre, ça lui a pris 15 ans de Le grind. masterclass pour être vraiment à ce niveau-là. Et j'allais dire, voilà, pour revenir juste sur Canelo Crawford, le premier truc qui me marque avec Crawford, peu importe le poids, c'est que si tu prends tout le ring et tu me dis à quel endroit il est dangereux, et bah tout le ring, tu le mets en rouge. Tu vois, genre comme en basket, tu vas dire: «Bon, lui, il est fort à 3 points, lui, dans la raquette, blablabla». Bud, tu le mets dans tout le truc, il est bon Ah ouais. absolument partout. Alors que Même dos au Canelo, sur cordes le et point, tout, c'est impressionnant. il sait tout faire. C'est ça qui est l'important. Et la question, c'est: est-ce qu'il saura encore tout faire si bien à cette poids-là face à un adversaire si costaud? C'est vraiment ça la grande question du combat pour moi. Mmh. Ah, ça va être une grosse question. En tout cas, sur les chiffres, pour l'importance un peu du combat, les gars, quand même, ce sera, selon Dana White, je vais faire une petite parenthèse de Dana White très vite là, mais selon Dana White, ça va être la
troisième plus grosse gate de l'histoire de la boxe, derrière Mayweather-Pacquiao, 72 millions de dollars, et Mayweather-McGregor, 55 millions de dollars. La troisième, jusque-là, c'était Canelo-Golovkin 1, 27 millions de dollars. Donc, on serait sur un truc qui est entre 55 et 27 millions de dollars, a priori. Ils font ce qu'ils peuvent, hein. L'UFC, ils ont même fait des embedded pour essayer de vendre ce coup, voilà. Alors qu'il y a la Noche, cette Noche au rabais, d'ailleurs. Tu vois bien qu'ils mettent tout sur Canelo Crawford. Mais il y a un côté où ils le vendent aussi super mal, les gars, en vrai. C'est horrible. Parenthèse Dana White, mais Dana White, vous avez vu son interview, là? Où il parle de ça, c'est Dana White Contender Series de la boxe, et il dit, je cite, « On recommence la boxe de zéro. Vous connaîtrez enfin certains de ces champions. Mec, il y a Canelo Crawford que tu dois vendre dans 3 jours. » C'est que c'est une dinguerie de dire ça, en vrai. La crise d'ego, hein. Vous avez vu le truc sur Netflix, là, sur Netflix, ils ont fait un countdown en 2 parties pour vendre le fight. Déjà, c'est marrant parce que le fight est moins bien vendu que Paul Tyson. Moi, ça m'a détruit. Paul Tyson, il y avait plus d'épisodes, il y avait plus d'inside, il y avait plus... Enfin bref, il y a 2 épisodes de 40 minutes et c'est produit par Dana et Turki en producteur exécutif. Il y a quand même... Turki apparaît très peu et il y a très peu de léchage de cul, désolé de le dire comme ça. Par contre, Dana, il y a une petite séquence de 5 minutes qui est phénoménale, où c'est vraiment... Dans son Je bureau, suis le là. mec qui va ouais, dans son bureau, je suis le mec qui va sauver la boxe. Il est vraiment. Et puis tu sais, c'est un épisode de South Park, sans déconner en ce moment. Le mec, il a les mains sur le bureau, il fait ouais, certains disent que je suis celui qui va sauver la boxe, ouais. Mais espèce de. Mais putain. Bref, et du coup, il a 5 minutes de kiff, ego trip comme ça, de malade. T'es là, tu fais ouais, frère, ça va. Enfin, tu vois conduire je sais même plus ce qu'il a, mais tu vois conduire sa grosse bagnole, là, sa super carte. Et là, tu fais putain. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et même l'interview qu'il fait où il explique comment il veut changer la boxe, il parle que de business pendant 3 minutes. Comment l'UFC, c'est une boîte qui vaut des trillions. Comment là, ils vont faire la 3e plus grosse gate avec Canelo Crawford. Pour moi, les gates, ça a aucun sens, hein. Parce que du coup, si tu mets des billets à 5000 dollars et que tu les vends tous, bah, c'est une plus grosse gate que. Enfin, tu vois, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas. L'inflation est tellement énorme en plus en ce moment. C'est pas représentatif, ça veut pas dire que le fight est plus attendu que Mayweather, que Hagler-Leonard au César Palace. Tu vois, enfin, c'est complètement con de dire ça. Donc c'est trop facile de changer le narratif comme ça. Mais vraiment, Dana White, enfin, on avait déjà Turquie. Là, il y a Dana qui débarque. Non, mais Wow. l'interview aussi à Vegas PBS, elle est exceptionnelle, hein. Non, bah elle, plus jamais à poser une question, la pauvre. Quand elle lui parle des payes et tout, il dit mais si, il y a déjà des mecs qui ont été payés 100 millions à l'UFC, Conor McGregor, et qu'elle lui répond bah ouais, dans un combat de boxe contre Mayweather. Exactement. Elle est grillée à vie, elle est grillée à vie. Ouais. C'est absolument lunaire. PS, et rappelez-vous ce qu'on s'était dit la dernière fois qu'on était 4, qu'on parlait de tout ça aussi, et du Ali Act. Moi, je l'avais dit, et c'est encore plus prégnant là. Ce combat-là, c'est un prétexte aussi. C'est le prétexte du changement là. C'est le prétexte de la bascule vers ce modèle TKO et UFC. Les mecs de Boxing Scene ou Jack Donovan, l'ancien de The Ring, dont on refuse les accréditations pour ce combat-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est la première pierre de cette mainmise qu'on a parlé que ces mecs veulent prendre même au-delà de la boxe et du MMA, sur les sports de combat en général. Là, vous avez vu la ceinture The Ring aussi? Ouais. Ils ont fait une ceinture à 200 000 balles, là, exprès, sur mesure, machin et tout, qui est exposée, parce qu'ils ont fait une sorte d'International Fight Week, en fait, avec Ouais. des chapiteaux, des trucs, là, à Vegas, et ils ont exposé la ceinture The Ring, et Mauricio Suleiman disait, alors lui, je le porte vraiment pas dans mon cœur, mais c'est très drôle de voir ce qui se passe, Mauricio Suleiman disait qu'ils allaient lui interdire l'accès au ring à la fin du combat pour remettre la ceinture WBC, donc apparemment, il y aurait potentiellement que la ceinture The Ring qui serait remise à la fin du fight. C'est des points de bascule. C'est un point de bascule, ce combat-là. Vraiment. Au-delà de l'intérêt sportif qu'on peut en avoir, et on va rentrer là dans le sportif. Bon, les gars, on rentre dans ce qui nous intéresse, parce que cet épisode, il est là pour l'analyse technique aussi de tout ce qui se passe. Dès que j'ai dit ça, j'ai vu le sourire chez Kabir et Philippe. Je sais, voilà. Je sais comme ils aiment ça. On rappelle Tale of the Tape rapidement, mais Crawford 41-0, 31 KO, champion du monde dans 4 catégories de 135 pounds à 154 pounds, undisputed à 140 et 147, 1m73, 1m88 d'allonge selon les stats BoxRec, 37 ans, Canelo 35 ans, 63-2-2, c'est ce que tu disais Philippe, hein, il y a beaucoup plus de kilométrage de ring malgré qu'il soit plus jeune. Champion du monde dans 4 KT aussi, mais de 154 à 175, donc sa première KT, c'est la dernière qu'a conquis Bud. Undisputed à 168, donc c'est les super moyens dont il remet tous les titres en jeu. 1m71, tout petit peu plus petit, et 1m79 d'allonge, moins d'allonge. Le premier thème que je voulais aborder avec vous, qu'on avait un peu survolé la dernière fois, les gars, c'est cette prise de masse, ce fait de passer des super welter aux super moyens de 154 à 168 pour Bud. À quel point ça joue
avant qu'on rentre aussi dans les aspects techniques. Les gars, à quel point c'est important pour ça. Chiffre de contexte. En 2014, quand Crawford il remporte son premier titre chez les poids légers à 135 pounds, Canelo il avait déjà il avait déjà combattu 8 fois au-dessus de 150 pounds, qui est une limite à laquelle Bud n'a qu'un seul combat dans sa carrière pour l'instant. À quel point ça joue tout ça, Kabir? Ouais, moi je pense que ça va être, l'un des points clés et l'une des plus grosses problématiques, et contraintes de ce combat, c'est que, bah, on peut parler beaucoup, beaucoup technique, mais tu as bien raison de commencer par le physique parce que ça reste du sport et c'est aussi pour ça qu'on a créé tout ce système de catégories donc et c'est aussi pour ça qu'à mon sens, le combat, il a un énorme impact et un énorme retentissement en cas de victoire de Crawford. C'est parce que c'est quand même, un bel exploit de pouvoir, monter de 2 catégories et d'aller chercher le gars qui règne sur cette catégorie-là depuis un moment. Parce que justement, on avait un peu fait, nos petites notes de nos côtés, chacun de notre côté, mais ce qu'on se disait, c'était que parmi les clés de la victoire de Canelo, c'était le fait que déjà, il soit dans sa caté entre guillemets «naturelle», bien qu'il ait pris du temps à monter. Mais là, en fait, il a fait un run dingue pour pouvoir conquérir la caté des super moyens, qui est une catégorie où quand même physiquement, il y a des sacrés morceaux et où Canelo, malgré le fait qu'il soit plus petit, il arrive justement à dominer cette catégorie avec son style. Et je reprends, l'analogie de Philippe qui disait que justement, quand Crawford, il boxe, tout le ring, il est rouge. Canelo, justement, avec sa petite taille, lorsqu'il arrive à coincer un gars, même si au centre du ring, quand il swing, ça fait mal, justement, dans ces catégories-là, il a cette capacité à causer du dégât corporel et faire énormément, énormément de dégâts, à casser la distance et à faire du dégât dans les coins et dans les cordes. Donc là, c'est un des gros points qui fait que, à mon sens, ouais, Crawford, c'est l'une des plus grosses inconnues de ce combat, c'est la capacité à gérer l'aspect physique de Canelo malgré la rouille du combat. Donc ouais, ça c'est un point sur lequel, Crawford va être attendu. Dylan ou Philippe qui veut reprendre? Vas-y, Vas-y, dis. Philippe. Ah bah. Moi, juste, enfin, d'accord avec tout ce que Kabir a dit. Juste, en fait, Crawford, le fait de combattre Madrimov en 154, c'était vraiment pas un mauvais move Ouais. parce que Madrimov, c'est très solide physiquement. Et je pense que chez les 154, c'est peut-être celui qui cut le plus. Et c'est très physique comme boxeur. Donc, je trouve que c'était un bon move parce qu'effectivement, c'est pas un 168, évidemment. C'est pas Canelo qui est très physique en plus, mais c'était peut-être la bonne transition, tu vois, de passer même Spence, hein, Spence, c'est quand même un gros 147, hein, donc tu vois, enfin même d'ailleurs, il y a eu après le fight, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit oui, mais Spence a galéré à faire le poids, c'est pour ça qu'il était que l'ombre de lui-même. Je pense là, Crawford, ses 2 derniers fights, c'est contre 2 très bons boxeurs et 2 boxeurs physiques. Donc je suis pas sûr que, enfin ça va jouer évidemment, hein, enfin ce que disait Kabir, c'est pour ça qu'il y a des KT, hein, enfin, à un moment donné, voilà. Mais je suis pas convaincu que la différence physique soit si énorme que ça. Déjà, il y a pas de différence de taille, tu vois? Et ça, quand tu montes de KT, ça peut être un truc, voilà. Là, il y a pas de différence de taille et Crawford, son style de boxe, je sais pas si ça annule pas un peu la différence physique, tu vois? Voilà. Philippe, avant de te relancer, je te donne 2 points que j'ai notés dans mes notes pour ce débat sur le physique, parce qu'il fallait commencer par ça, comme tu disais, Kabir. C'est Roy Jones Jr. dans son podcast avec André Ward, qui dit: «C'est pas comme quand je suis monté en poids lourd et que j'ai dû manger, prendre du poids». Il dit: «Crawford, il va couper. Il va couper du poids pour faire 168 et donc dans sa terminologie, il dit: "Il ne monte pas de poids. Juste, il coupe moins de poids"». Mais tu vois, j'ai trouvé hyper intéressant cet angle d'approche. André Ward dit pareil quand il est monté en 175. Il dit: «Ouais, je perdais juste moins de poids, mais je ne suis pas monté, j'ai pas dû me fabriquer un physique en plus». Et l'autre chose, c'est Brian McIntyre, le coach de Terence Crawford, qui sera aussi coach de Lester Martinez contre Mbili d'ailleurs, hein. On le notera tout à l'heure quand on parlera de ce combat-là, qui dit, il est chez le barbeur, là, c'est dans les trucs sur YouTube autour de ce combat, et il dit, tout simplement, ça fait très longtemps qu'on aurait dû être à 168, mais que Crawford était capable de faire 147, 154, et donc on a été en profiter, quoi. On a été en profiter pour se construire un palmarès de fou, mais ça faisait longtemps qu'on aurait dû y être, et le bigger guy, le plus gros gars dans ce ring, ce sera Terence Crawford. C'est ce qu'il dit Bomac. Philippe, tu peux rebondir là-dessus. Ouais, ouais, alors le truc qui est rassurant par rapport à cette histoire de montée en poids, c'est que Crawford, il a ça en tête depuis très, très longtemps. Affronter Canelo, ou du moins un grand champion à 168, c'était déjà dans sa tête avant le combat de Charlo. Ou même, toi, après qu'il ait battu Spence, ou même. Je l'ai dit il y a 2 semaines, Philippe. Je pense qu'au lendemain de Spence, c'est dans sa tête. Alors que Oui. Canelo, lui, ça lui est venu au radar beaucoup plus tard. Parce qu'il est occupé par d'autres choses, et puis c'est pas à lui de chasser
son combat. C'est chez lui. Voilà, exactement. Et donc je pense que Bud, vu qu'il combat qu'une fois par an, il a pris le temps de travailler ça tranquillement. Et effectivement, je rejoins ce que Dylan a dit. Madrimov, je sais pas si c'était calculé ou pas, ou si ça tombait comme ça. C'est peut-être le meilleur adversaire qu'il aurait pu prendre à 154 parce que c'est quand même un monstre physiquement. Mmh. Et il a un style qui est super compliqué à boxer aussi. C'est rempli de feintes, d'attaques du bras arrière, blablabla. Donc c'est quand même un truc où, en plus, Crawford, il a pas combattu sur le back foot, tu vois? Il était pas sur reculons. Il a rencontré Madrimov très souvent au centre, en travaillant corps à corps, en travaillant, tu sais, des coups au corps et tout. Donc je trouve que physiquement, il a bien géré dans ce combat. Il y a des trucs qu'il a fait que j'aime pas dans ce combat, mais physiquement, je me suis pas du tout dit: «Ouais, il se fait écraser, par,» j'étais même surpris par à quel point il était large et musclé. Et donc là, les 14 points en plus, on va dire, moi, je m'inquiète juste de ce qu'il aura encore dans le tank dans les derniers rounds. Mais est-ce que le combat, il sera pas décidé d'ici là? C'est également ça l'impact, parce que Crawford, il a tendance à commencer légèrement lentement, à prendre pas mal d'informations et c'est pas un fast starter, mais heu ouais, je pense pas que le poids sera tant un problème parce que je pense pas qu'il va subir tant que ça Canelo au corps à corps. C'est pour ça, en fait. Effectivement, s'il se fait cadrer tout le long des 6 premiers rounds, le poids qu'il a en plus risque de le fatiguer encore plus et de subir le poids de Canelo. Mais je pense qu'il va pas trop subir ça. Donc, je pense que ce sera pas je pense pas qu'on va en parler tant que ça une fois que le combat sera fini de la catégorie de poids. Et c'est les 2 dernières questions autour de ça. Kabir, la vitesse, est-ce qu'à ton avis, elle est très affectée du côté de Crawford? Et l'impact des coups, que ce soit pour les recevoir ou les donner, à quel point ça impacte là-dessus? Il est fort quand même Crawford. En plus, Ouais, c'est ça. il a cette base de lutteur. J'ai pas l'impression que ce sera affecté tant que ça sur cette partie. La vitesse, j'ai plus de doutes. Je suis d'accord avec toi, la vitesse, ça, c'est sûr, enfin, physiquement et mécaniquement, c'est vrai qu'il sera peut-être un peu plus lent, mais je j'ai pas l'impression que, bien qu'il soit rapide, c'est pas sur la vitesse, la qualité et la compétence athlétique sur laquelle il fait ses combats. C'est clairement sur la gestion du timing, de la distance, des combinaisons, des feintes et ça, en fait, ça relève de l'intellect et du technique tactique. Donc ça, en fait, ça va pas avoir énormément, d'impact, le fait. Mais par contre, il va taper beaucoup plus lourd et surtout, il sera beaucoup plus ancré sur le sol. Donc c'est vrai que là, c'est 2 combattants qui ont le menton et qui ont la tête assez dure. Donc, pour la vanne, on dit souvent qu'il y en a un qui va peut-être éteindre l'autre, mais ce serait incroyable si ça arrivait. Mais franchement, on est avec 2 gars très solides. Et donc là, on aura un Crawford qui est encore plus lourd que d'habitude. Et déjà, il prend peu de coups, mais quand il en prend, il rechigne pas. Et je rebondis aussi sur ce que Philippe dit. J'ai jamais vu Crawford vraiment, vraiment dans le gaz, quoi. Donc ça veut dire que je pense que même en étant plus lourd, vu sa prépa, vu son éthique aussi d'entraînement, sa manière qu'il a de gérer aussi l'effort, la distance, le timing, les mecs comme ça, ils savent quand ils atteignent plus ou moins leurs limites. Donc il saura adapter son style, adapter son attaque, gérer peut-être la pression de Canelo qui, lui, par contre, on sait que lui, il va gazer au bout d'un moment. Donc voilà, on sait qu'il va réussir à le faire frustrer, à gérer son effort et pouvoir accélérer dans les moments opportuns. Donc, ouais, pour répondre à ta question sur la partie vitesse, certainement, ça va pas aller aussi vite. Il y aura peut-être moins de volume même, mais sur la partie dégâts corporels et résistance, ouais, là, on aura 2 tanks qui vont s'affronter. Les gars, si vous voulez rajouter un truc sur Philippe ou Dylan sur le poids, sinon on passe aux techniques. Vas-y, Philippe. Juste, ouais, bon, par rapport au poids, il y a juste un truc que je pense qu'on oublie sur Crawford, c'est que c'est un athlète incroyable déjà. C'est juste en termes de sport, comme disait Kabir, ça reste d'abord un truc physique. C'est un superbe athlète. Genre, je pense qu'il aurait pu briller dans beaucoup, beaucoup d'autres sports que juste la boxe. Euh, c'est que c'est un mec qui frappe super fort. Je sais pas pourquoi personne parle de ça. Tout le monde parle de Canelo s'il chope. Oui, Canelo, il frappe méga fort, c'est sûr et certain. Mais ces qualités-là, elles sont exprimées différemment chez Bud, mais c'est un mec qui frappe méga fort et qui a un menton de malade également. Les qualités qu'on donne à Canelo, elles sont également présentes chez Crawford et je pense que à cette catégorie de poids, il va surprendre beaucoup de monde. Moi, je serais pas surpris qu'il bon, je le vois pas mettre KO Canelo, hein, parce que Canelo, son menton est incroyable, mais parce qu'il est tellement précis et tellement sharp, moi, je suis pas surpris qu'il sonne Canelo 2-3 fois dans le combat. Ouais. J'ajoute juste un truc sur la vitesse et le poids. On avait eu la chance avec Kabir d'interviewer Joseph Parker, qui était justement qui attaquait son run légendaire. C'était juste après le combat contre Zhang, je crois. Ouais. Et il nous avait expliqué que justement, il avait pris quasiment 15 kilos, je crois, mais vraie bonne préparation physique. Et du coup, il avait pris en vitesse. Et effectivement, tu le vois dans ses derniers fights,
Une chose est sûre, c'est qu'il a pas perdu en vitesse Parker, tu vois? Et en fait, si tu travailles bien et si, la façon dont tu prends du poids, tu peux aussi travailler en explosivité. Enfin ça, c'est plus, voilà. Pareil, on avait eu Georges Lockhart en interview qui nous avait expliqué tout ça. Mais la prise de poids veut pas forcément dire que tu deviens plus lent. Ouais. C'est pas, c'est pas un truc définitif, c'est pas une fatalité, ça dépend comment tu prends du poids, de quelle façon et en plus, effectivement, Bud peut être un 168 naturel entre gros guillemets. Donc je suis pas sûr on va pas voir un Bud différent de ce qu'on voit d'habitude, peut-être juste un peu moins de volume, quoi. Voilà, peut-être le seul truc. Dans les petits chiffres de contexte quand même, pour montrer que c'est quand même un combat très spécial, les gars, Terence Crawford, il a plus été, puisqu'il est underdog pour les bookmakers, il a plus été underdog depuis 2013. Wow. Enfin, ouais. Bredis Prescott. Et Ouais. Canelo Alvarez n'a jamais été aussi peu favori, c'est-à-dire favori avec une aussi petite marge, que depuis Golovkin 2, où il était underdog contre Golovkin 2, puisque tout Ouais, mais normal, parce qu'on a vu le 1. que normal, voilà, les gens ont vu le 1. Et dernier rebond, Philippe, sur ce que tu as dit, puisque tu as souri en parlant de Crawford qui boxe une fois par an. Depuis 2019, 41 rounds boxés pour Crawford, 118 pour Canelo. Wow. Sur les 2 dernières années, 12 rounds pour Crawford, 48 pour Canelo. Wow. Ça joue ça? Ça joue, les gars? Philippe, vas-y. Ouais, si les mecs avaient 25 ans, ça jouerait en faveur de Canelo. Sauf qu'ils en ont 10 de plus, du coup, pour moi, ça jouerait en faveur de Bud. Parce que ces mecs-là, ils ont tellement d'expérience que tu crois que Bud, il va être rouillé. Merde, ça fait un an que j'ai pas mis les pieds dans le ring. Il va lui falloir 30 secondes et il se mettra sur son vélo et boum, ça va partir. Canelo aussi, je pense que Canelo, ils peuvent combattre les yeux fermés. C'est un truc, c'est tellement. La mémoire musculaire qu'ils ont, c'est tellement ancré que, bah, de toute façon, Canelo, il a une activité immense. Donc, il va jamais être rouillé dans ce sens-là. Il est plus rouillé mécaniquement. Mais non, moi, ça joue en faveur de Bud, du coup. Ouais, clairement. Clairement, là, c'est dingue parce qu'on a un Bud qui est plus âgé, mais qui est, comme on le dit, est beaucoup plus frais, malgré le fait qu'il ait quand même cette expérience. C'est-à-dire que j'ai l'impression que malgré le fait qu'il ait 37 ans, il en est toujours pas à cette phase où tu te dis: «Ah, peut-être qu'il ferait le combat de trop, là». En fait, là, Bud, il est clairement pas dans la phase où il se dit: «Il fait le combat de trop». Limite, tu peux lui donner encore 2 3 fights. Alors que Canelo, je dis pas qu'il fait le combat de trop parce qu'il est toujours, il fait toujours des combats, on est toujours content de le voir. Mais au vu du niveau d'adversité qu'il a, au vu du manque d'enjeu qui commence à y avoir, puisque maintenant il a nettoyé sa catégorie, bah, on est content de le voir boxer, mais c'est aussi pour ça qu'il est plus dans notre top Pat for Pound. C'est parce qu'en fait, en termes compétitifs, c'est plus vraiment d'actualité de voir Canelo affronter d'autres gens. Ouais, puis il y a le niveau d'opposition. Parce que faire 48 rounds ou en faire 12, ça dépend contre qui tu les fais, tu vois. C'est comme des sparring à l'entraînement, hein. Si tu fais 250 rounds mais contre des sparring qui sont pas bons, tu vas pas arriver prêt pour ton combat. Là, c'est un peu pareil. Tu regardes le run en cours, tu as Golovkin 3, Ryder, Charlo, Munguia, Berlanga, Skull pour Canelo. De l'autre côté, tu as Cavalioscas, Brook, Porter, Avanesyan, Spence, Madrimov. Enfin, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Là, les 5 derniers fights, Crawford, il combat peut-être tous les ans, et il a peut-être combattu que 5 fois en 5 ans, mais par contre, c'est que des gros adversaires, quoi. Donc en fait, le dernier combat de Canelo, tu vois, les 12 dernières rounds de Canelo, je suis pas sûr que ça l'aide, que ce soit pour la confiance, pour ce qu'il a travaillé dans ce combat, je suis pas sûr que ce soit Parce que l'argent, note, en vrai, ouais. Je Le pense salaire, pas, sache qu'il a eu, il est financier, hein. Je pense que ça aide son compte en banque, Kabir, t'as tout. Ouais, voilà, c'est ça, hein. T'as tout résumé. Point à noter avant de rentrer vraiment dans le pur technique, c'est il y a eu des rumeurs un peu à la con qu'il s'était blessé à l'épaule. Crawford, il a démenti. Et moi, j'ai vu dans des cercles autour de lui, enfin, je sais des gens qui sont assez proches de lui, qui disaient qu'il y avait eu un petit problème peut-être au poignet, mais que c'était vraiment avant le training camp et tout. Donc, a priori, il n'y aura pas il y aura pas une notion de blessure qui pourrait jouer. En tout cas, enfin, peut-être qu'ils nous le diront après qu'il y avait un truc caché. Mais Philippe, tu voulais réagir là-dessus? Non, mais puisque c'est censé être un switch hitter, ce serait moins un problème, de toute façon. Ah ouais, il commence à lancer ses crottes de nez, lui. J'ai vu toi, tu tapais tout. Pas switch hitter. On a un fichier dans lequel on met un peu nos notes globales et je vois que moi je mets des commentaires. Philippe il met un commentaire et dit: «T'es sûr que c'est un switch hitter? Pour moi c'est un gaucher, on va en parler, on va parler». Mais on va reprendre. Il me donne la passe D parfaite de Azam Klipa pour me lancer sur cette partie-là. Et te l'a dit, c'est là que tu vois que c'est les gros combats, Philippe, parce que Dylan et Kabir, ils ont fait le document conducteur et on met des choses. Là, tu sais qu'on est dans le lourd, on est dans les combats qui comptent. Et il nous avait mis 3 clés de victoire de Canelo et 3 clés de victoire de Crawford. KT naturel, on en a parlé pour Canelo, pression de bout en bout, défense active et menton. Et chez Crawford, gestion distance, cadence, contre-adaptabilité et switch hitting offensif-défensif, pour lequel il est donc connu, cette capacité à boxer des deux gardes. Philippe, pourquoi tu dis que non et que c'est un pur gaucher? Officiellement, c'est un southpaw, hein. Oui, il est gaucher, Ouais, par c'est contre. vrai, il est gaucher. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Rentrons tout de suite dans le vif, les gars. Parce qu'il ne l'a pas utilisé depuis un bout de temps, c'est tout. Qu'il n'en a pas eu besoin, en fait.
Maintenant, je pense qu'il l'a fait pendant une époque où il freestylait beaucoup plus et prenait beaucoup plus de risques que la manière dont il combat récemment. Et je pense qu'il est devenu tellement propre et tellement qu'à part depuis peut-être le combat de Kell Brook, c'est un truc qu'il utilise beaucoup moins, mais par contre qu'il a dans sa poche pour samedi soir. Et notamment quand tu combats quelqu'un qui veut te cadrer constamment dans les cordes, pouvoir sortir en orthodoxe ou en gaucher après un échange, ça peut faire une grande différence, ouais. Mais je sais pas, en plus de la montée de poche, je le vois pas l'utiliser tant que ça. Je le vois l'utiliser sur quelques coups ou échanges, juste pour un peu surprendre Canelo, mais pas plus que ça. C'est pas du tout une des armes premières à laquelle je pense. Ah ouais, tiens, mais moi, c'était une des armes premières à laquelle je pensais parce que déjà, il y a 2 trucs. Il y a le combat contre Madrimov, Ouais. il prend beaucoup de droite. Beaucoup, Ça a été c'est le point négatif de son fight, hein. C'est il prend beaucoup de bras arrière de Madrimov, mais parce que justement, il est engauché pendant tout le fight. Je pense qu'il est engauché parce qu'effectivement, de toute façon, c'est sa garde naturelle, ça c'est sûr, mais parce qu'il veut aussi annuler le jab, de Madrimov, qui a un jab très long et qui est chiant à boxer parce que plein de feintes et tout. Donc il passe en gaucher, je pense, pour, réduire un peu l'impact du jab de Madrimov. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il prend beaucoup de bras arrière à la place, du coup. Et je pense, à mon avis, que Canelo, vu avec son style, effectivement, qui veut beaucoup de cadrer et cette garde très haute, très imperméable qu'a Canelo, je pense qu'être switch hitter pour sortir effectivement des cordes, mais aussi pour trouver des angles avec cette garde, vraiment, c'est la garde de base, on va dire, de la boxe, quoi. C'est la garde parfaite, entre gros guillemets, défensivement, où vraiment il n'y a rien qui passe. Mais quand tu as une garde aussi imperméable, je pense que justement, il faut chercher des angles. Et Crawford, il a cette capacité à passer dans les deux gardes en plein milieu d'une combinaison. Ce serait con de pas l'utiliser. Parce que je pense que c'est là où, en trouvant des angles et en créant des problématiques pour la défense de Canelo, où tu vas frustrer Canelo et il va de plus en plus s'ouvrir et tu vas pouvoir trouver des solutions à cette garde, tu vas pouvoir le contrer et machin. Et je pense qu'il a besoin, justement, pour moi, sur ce fight, de redevenir le switch hitter improbable, le même que contre Kell Brook. C'était un bon exemple, tu vois. Exactement, et c'est vrai, c'est bien d'avoir pris l'exemple de Kell Brook parce que c'est aussi un combattant qui mettait la pression. Et on a tendance à se dire, et c'est vrai qu'on prend aussi en comparaison Boots, on a même eu le débat avec Dylan en se disant, ouais, en termes de switch hitting, donc capacité de boxer droitier-gaucher dans le même combat, Boots c'est intéressant parce qu'il le fait pendant les combinaisons, c'est trop stylé. Mais je trouve que Crawford, c'est même d'un point de vue défensif où il est au-dessus de Boots, c'est qu'il a la capacité lorsqu'il se prend un peu, il se prend un peu le bouillon et qu'il se retrouve presque dos aux cordes, de changer de garde, de pivoter, de décaler et limite des fois de remettre le mec, lui, dos aux cordes à son tour. Et donc, c'est clairement pour moi un atout qu'il pourra utiliser face à un Canelo qui va effectivement avancer les mains hautes avec beaucoup de pression, qui aura peu de pas, peu de latéralité, qui va beaucoup avancer en bloc. Ça peut être intéressant de pouvoir essayer de déjouer le bras arrière, de gérer la distance, le rythme, mettre du volume et essayer de décaler justement d'un angle ou à l'autre. Et c'est clairement ouais, l'une des options qu'il devrait utiliser face à un Canelo qui va essayer de mettre une pression constante. Après, voilà, il y a aussi l'aspect physique où on se dit justement, est-ce que Canelo, c'est intéressant, on parlait du combat contre School, où Canelo, très tôt, il s'est frustré, il a commencé à, du coup, pas forcément être très efficient sur ses offensives. Est-ce que Crawford arrivera à mettre en échec Canelo assez rapidement au cours du combat pour pouvoir ensuite, derrière lui, dérouler sa boxe, causer du dégât et ensuite gagner les rounds, notamment dans les rounds pivots 5, 6, 7. Je pense que moi, c'est un peu comme ça que je le vois, mais à voir en fonction de l'adaptabilité aussi de Canelo qui va devoir aussi, lui, à mettre énormément de volume, énormément de pression et ça va être un Tom et Jerry, mais un Tom et Jerry vraiment sympa. Je rajoute juste un tout petit truc. Canelo, en plus, il est à l'aise contre les gauchers. Oui, Ça a son importance parce que tu peux rentrer en gaucher sur un fight en te disant le mec a pas l'habitude de se battre contre des gauchers. Ou alors le peu qu'on a vu, il est pas à l'aise contre un gaucher. non, Canelo, Ryder, c'était il y a pas longtemps, Billy Joe Saunders, qui est quand même un un putain de excellent gaucher. boxeur Mm. et qui est gaucher. Et tu vois ce qu'il lui met dans la tronche. Bon, il se fait un peu déborder, Canelo, mais dès qu'il trouve le rythme, laisse tomber. Donc, je suis pas convaincu que rester en gaucher, ce soit la meilleure solution quand tu as cette arme-là dans ta poche, comme tu disais Pipa, tu l'as. Donc, il faut l'utiliser surtout contre un mec comme Canelo pour moi. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu en ligne, comme quoi sur Twitter, tu peux lire des trucs très drôles des fois. Genre, il y a un mec, il a pris 20 secondes du combat contre Danny Jacobs. Jacobs, qui est également un switch hitter, que Canelo a affronté. Pas du même acabit que Terence, mais il switch pas mal et tout. Et je sais pas, il y a genre un extrait de 20 secondes où genre Canelo arrive pas à le toucher et Jacobs est en position de gaucher. Et là, tu as tout Twitter qui dit: «Ah, c'est bon, Canelo, il va jamais toucher Crawford si jamais il est en gaucher». Non, non, Canelo, justement, il a été, sa carrière est plutôt bonne contre les gauchers. Et d'ailleurs, cette idée que tu peux pas jabber un gaucher quand tu es droitier, Canelo, il prouvera que c'est pas vrai. Lui, il arrivera à jabber avec Crawford. Oui. Et justement, j'allais venir.
je pense que le jab de Canelo, c'est ce qui est le plus oublié ou sous-estimé dans son jeu actuellement. Mmh. Celui qui gagne cette bataille du jab, franchement, il fait un pas vers la victoire immense samedi soir. Ah bah, vous avez ouvert plein de points que j'avais dans mes notes et que ça là on va s'amuser là. Je pense qu'on on a encore quelques minutes à bien développer ça. Je rebondis sur ça Philippe, le jab. Parce que moi je voyais quand même, tu te souviens la façon dont il annule le jeu de Canelo, Bivol? Kovalev qui le fait en début de combat. Ce jab d'activité un peu pour sonder, cette capacité à feinter aussi. J'ai l'impression que Crawford peut le faire. Tu es pas d'accord avec ça et qu'il va la gagner cette Bah, il y a la longe. bataille de la main à Bon, déjà, ça, je vais la gagner. Et qu'en plus, quand ils sont en open stance comme ça, Canelo, il a plutôt tendance à essayer de dégager la main Pour attaquer derrière. plutôt que de gagner la bataille de la position haute. J'ai l'impression que Crawford, il a des grosses armes pour gagner cette bataille-là, moi. en fait, le truc là-dessus, c'est que bah, il y a un truc pour moi qui me paraît évident, hein, mais c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais choisi Bivol de battre Canelo. Ha, ha, ha. On se foutait bien de ma gueule à l'époque. Et pourquoi je suis pas un méga fan de Bivol? C'est juste parce que Bivol, il attaque en nombre. Genre, tu sais, il attaque en linéaire beaucoup, mais il envoie 4-5 trucs. Et si tu fais ça, Canelo, il a un défaut qui est tout bête. Enfin, qui est tout bête. C'est qu'il va les défendre. C'est-à-dire qu'il va d'abord bouger, nana, et arrêter son attaque. Donc, tu peux arrêter son rythme beaucoup, facilement. Ouais, Dès qu'il quand il bouge approche, la en tête, gros, Quand il bouge la ouais, tête, voilà. il renvoie jamais, hein. Il renvoie jamais. Exactement. Donc, du coup, je me suis dit, bah, Bivol, comme je l'avais vu avoir des longs combos dans beaucoup de ses combats, je dis même s'il touche pas ou s'il blesse pas Canelo, il va marquer des points là-dessus à taper dans la garde ou à côté nana. Et ça va toujours interrompre le rythme de Canelo. C'est plus comme ça que je vois Crawford interrompre le rythme de Canelo que de switcher. C'est ça que je voulais dire en fait. Et la question, c'est est-ce que Crawford, il va vouloir être précis tout le long du combat ou est-ce qu'il va accepter la capacité de juste j'envoie beaucoup de volume, mais à la fois Canelo, c'est un combattant intelligent que si tu lui envoies toujours la même chose, il va le contrer et s'adapter. Mais pour moi, je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais, Alex, que ce qu'a fait Kovalev d'une certaine manière et Bivol, Crawford est clairement capable de le faire, surtout à ce niveau de la carrière de Canelo. Hyper versatile dans son jab aussi. Il envoie des jabs de toutes les positions. Bien sûr. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle peut être vraiment gagnée par lui, cette bataille du bras avant. Kabir ou Dylan, si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Vas-y, Kabir. Ok, moi je pense que effectivement c'est un des points les plus importants. Tu précises bien qu'on est en open stance, donc ces deux bras avant ils vont se toucher. Et tu as quand même un bel avantage d'allonge du du côté de Crawford, qui du coup va pouvoir lui gérer à la fois la distance et aussi la cadence. Donc là, je pense que les premiers rounds, ça va être des rounds où même si tu vois qu'ils ont la même taille, tu vas voir que le jeu de distance il va être assez chelou parce que tu auras un Canelo qui va essayer de rentrer, qui va beaucoup feinter, notamment le bras avant. Et on aura un Crawford qui justement lui va essayer de gérer la distance et aussi mettre du rythme de sorte à pouvoir créer des réflexes défensifs chez Canelo. Canelo, comme tu dis, Dylan, il a une garde haute et il a une défense, on va dire, une défense pas active en termes d'esquive assez classique. C'est-à-dire qu'il va pas te faire des esquives Pernell Whitaker, il va pas glisser. Il va simplement dévier les coups. Et quand il dévie les coups, finalement, il n'est pas forcément en mode attaque. Et c'est dans ces moments-là où si on arrive à déborder sur 5-6 coups, effectivement, tu peux forcément le toucher une ou deux fois. Et lui, il va pas te toucher. Donc c'est comme ça que tu peux gagner tes rounds. C'est comme ça que Bivol, il gagne tous ses combats en général, d'ailleurs. Tu parlais de Bivol contre Canelo, mais même Bivol Beterbiev, c'est ça. Beterbiev, c'est un mec qui met grave la pression, qui a les mains hautes. Effectivement, tu peux pas trop le toucher. Mais si tu envoies 10 coups et que lui, il en envoie 0, sur les 10, tu vas le toucher deux fois et tu vas gagner ton combat. Ce qu'on se disait, c'était que Crawford, il arrive plus lourd. Il aura peut-être justement moins de volume que dans les catégories inférieures. Et donc, est-ce qu'il va réussir à gérer à la fois la distance et la cadence? C'était un des points que j'avais noté comme clé de la victoire pour Crawford. Parce que je pense que justement, il a la ressource et il va réussir notamment à gagner cette bataille du jab dans les premiers rounds. Bah, sur le bras avant, moi je pense que Canelo a tout intérêt à contrer Crawford, mais vraiment à frapper en même temps avec son énorme crochet du gauche. Moi je crois que c'est une des clés aussi, surtout si Crawford est en gaucher. Faire une bataille du bras avant où dès qu'il est dans la distance, dès que tu m'envoies un jab, je te mets un check hook, mais vraiment je te mets un check hook, un vrai check hook quoi. Ouais. Je te mets un crochet comme il sait faire, hein, il a un crochet gauche énorme, hein, Canelo. Pareil, hein, on oublie trop souvent. De toute façon, Canelo, je trouve moi qui est très sous-estimé. Je Il suis a d'accord. beaucoup d'aspects de sa boxe. Les gens, enfin bon, Canelo, c'est un mec qui est ultra connu et qui est le visage de la boxe certainement. Donc on aime bien critiquer forcément. Mais il a un énorme crochet gauche, vraiment. Et je pense que dès qu'il se retrouve dans une situation un peu complexe au niveau du volume et s'il est en train de perdre la bataille du jab, il me balance cet énorme crochet du gauche. S'il touche une fois, je pense que Crawford, ça va le faire gamberger un peu sur sa façon de rentrer. Et effectivement, que tu peux pas juste balancer des jabs comme ça, comme tu disais, juste balancer du volume. Parce que si tu mets au 6e round, tu as mis 60 jabs dans le vent juste pour mettre du volume, histoire de mettre du volume, je pense que tu vas prendre des crochets bras avant. C'est obligé.
Et puis, en vrai, tu as raison, c'est aussi une inconnue. C'est que la première fois qu'il se fait vraiment toucher, Crawford, comment il va la ressentir, celle-là. Et dernier point que j'avais sur cette bataille du jab aussi, tu vois plusieurs fois quand même Canelo, quand il est dans ses open stance, sa forme de Philly shell, là, qui Mmh. te laisse hyper ouvert. Il y en a plus d'un qui en ont profité et je me dis que Bud, avec sa science de la boxe, il peut en profiter de ça. Ouais, ça va en haut, en bas. Enfin, je pense que là, ça peut combiner un moment comme ça sur Bud. Parce que ça, c'est pareil, hein, on voit Bud, comme disait Philippe, reculer et Canelo avancer. Bud, c'est pas un mec qui recule, hein. Il sait boxer en reculant. Donc, il le fait quand il y a un moment où c'est opportun. Parce que vraiment, pour moi, c'est un des top ring IQ aujourd'hui dans le monde. Donc, il sait reculer. Mais c'est pas un gars qui recule pour autant. Donc, je pense que dès que Canelo va laisser une ouverture ou va envoyer, voilà, il va avancer direct, il va la saisir. Et puis ça combine très bien en haut, en bas. Crawford sur des combis de 5-6 coups hyper rapides, qui sont hyper précises en in and out, il est impressionnant, vraiment. Exactement. Et je pense qu'on va avoir droit à 2-3 accélérations, ça va être du miel à mon avis, hein. Et c'est comme ça qu'il gagne ses combats d'ailleurs. C'est ça aussi un point qu'on avait aussi négligé chez Crawford. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu. On a souvent. C'est vrai que quand on prend la surface, on se dit Canelo il tape fort. Et Crawford il tape fort aussi. Mais c'est pas le mec qui met KO en un coup. Ok, mais c'est vrai que quand tu regardes les séquences dans lesquelles il finit les gars, c'est du miel comme tu dis. Parce qu'en fait, il avance, il met la pression. Et le mec, il est débordé. Parce qu'il arrive à changer à la fois, des fois, parfois de garde. Il change de cible, il varie. Il se met à la bonne distance. Il frappe au bon moment. Il arrive à créer des feintes, mettre la pression. Et donc en fait. Je sais pas si avec Canelo il y arrivera, en tout cas au début de combat, mais si justement la guerre physique, la guerre du jab, elle est gagnée du côté de Crawford, 7, 8, 9e round, on pourrait voir des belles phases et ça nous rappellera peut-être ce qu'on avait avec Spence, justement, où au début, bon, on se dit, oh, c'est chaud, l'écart se creuse au fil du round et après, au bout d'un moment, tu vois que c'est une raclée en fait. C'est une raclée et Spence qui, une semaine avant, se disait c'est du 50-50, il finit parallèle au plafond et tu te dis comment c'est arrivé. Ils vont pouvoir arriver sur un cas comme ça avec un Crawford qui arrive, plus lourd et qui pourrait gérer la pression de Canelo. Philippe. Bon, après, bon, je sais que Canelo, on n'est plus en 2018, mais des mecs avec des bons jabs, il en a affronté quand même, hein, genre, avec Golovkin, il faisait 50-50 quasiment, son rematch. Golovkin qui a un style différent évidemment de Crawford. Parce que Golovkin, quand tu regardes, tu as l'impression qu'il galère à tout faire, alors qu'il sait tout faire. Et Crawford, tu as l'impression qu'il sait tout faire, alors que c'est peut-être pas si vrai que ça non plus. Pardon, ce que je veux dire, j'ai ma musique qui s'est lancée en en plein truc. Ce que je voulais dire sur le jab également, et c'est plus que je pense celui de Canelo, il va faire des dégâts directement, c'est-à-dire genre, physiquement, au visage, et alors que celui de Crawford, il va plus l'aider à gérer sa distance et également à préparer ses attaques. Tu vas peut-être pas le voir directement, le visage de Canelo qui gonfle, tout ça, mais ça va lui permettre de sortir de situation, d'éviter d'être dans de mauvaises situations. Donc le jab de Crawford, c'est plus d'un côté tactique, alors que Canelo, c'est plus une arme pure d'un piston, tu vois, qui arrive tout le temps et qui frappe fort. Le problème que j'ai avec Canelo à cette époque-là, où le combat va prendre place, c'est il est toujours puissant, il est un peu moins rapide, mais il a un très bon timing. Ça, le crochet du gauche, par contre, on le voit contre Berlanga ou d'autres trucs, même contre Ouais, il y a Alger. toujours. Son timing, je pense qu'il l'aura quasiment toute sa vie. Le problème, c'est le changement de rythme. Canelo, il change très peu de rythme maintenant. C'est plus, il est à la vitesse constante, on va dire 70% de ses capacités. Voilà, exactement. Et tu vois que lui, toi, il est toujours en train de pencher à gauche, à droite, il bouge son petit pied lentement, puis finalement, il a cadré. Et dès que tu disruptes, dès que tu interromps ça, ah putain, il reset. Ouais. Il dit, OK, je recommence. Et ça, c'est moi qui adore Canelo, c'est le truc le plus frustrant à regarder. Alors que Bud, il peut se retrouver les fesses sur les cordes, les trois quarts par terre. Il va quand même réussir à réajuster directement et être plus fluide dans ses mouvements. Donc, c'est très dur de le mettre dans une position inconfortable, entre guillemets. Et en plus, faut pas oublier, Bud, il fait des trucs très techniques, mais des fois, il balance des coups qui sortent de nulle part, un peu foufou. Et c'est ça qui peut aussi déranger Canelo. Tu vois, d'avoir des trucs qui viennent à un angle, genre, mais d'où il m'a sorti un coup, genre un peu comme Hippo, tu sais. Genre, d'où il m'a sorti un coup de si bas, en fait, qui est l'overhand, lui qui est censé être trop technique. Et ça, par contre, c'est des coups que Canelo a pas beaucoup vu dans sa carrière, tu vois. Et hyper intéressant, parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire là, parce que c'était un des points que j'avais noté aussi sur lesquels je voulais vous entendre, et qui rejoint quand vous parliez, quand avec sa pression, Canelo va le mettre contre les cordes. Canelo, je trouve qu'il a quand même tendance à, quand il te coince contre les cordes, à te laisser un peu désengager, notamment beaucoup sur sa droite. Et les mouvements latéraux de Bud, et vous savez, tu sais, quand il y a ça, Canelo, il prend ce truc de, comme tu dis, de reset, mais un peu tranquillement. Il marche un peu nonchalamment, croise même un peu les pieds, il revient et il mâche. J'ai l'impression que Bud, il peut le punir de fou sur ce genre de séquence. Avec sa qualité de mouvement latéraux et sa qualité de se remettre lui plus vite en position pour réattaquer derrière, j'ai l'impression que ça peut faire hyper mal, ça.
Kabir. Bah, s'il décide d'accélérer, pardon. Vas-y, Ouais, vas-y. S'il décide ouais, d'accélérer, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, s'il décide d'accélérer, Bud, s'il a une en fait, s'il analyse et qu'il voit l'opportunité d'accélérer, il va accélérer. Surtout s'il y a 2-3 échanges, tu vois, 2-3-4 premiers rounds, s'il y a des échanges un peu physiques et que Bud voit qu'il est pas, dépassé physiquement et que, chaque jab lui envoie pas la tête en arrière, il va il va y se aller, hein. permettre, hein. Ah ouais, il va se permettre, hein. Ouais, il va clairement y aller, je suis d'accord, je pense, à voir en fonction de justement des premiers rounds. Mais si, Bud arrivera rapidement à ne pas se retrouver dos aux cordes, t'inquiète pas que c'est lui qui va avancer. Moi, je suis sûr et certain que milieu de combat, si Canelo il trouve pas de solution, il arrive pas à le coincer, c'est Bud, il va pas reculer tout le combat, hein. Bud, je pense qu'il va prendre la tempête, il va voir, OK, s'il en prend une, deux, qu'il a pas trop mal, il va continuer à avancer. Et donc cette situation-là où en plus, comme tu dis, on trouve pas des failles, mais tu as un Canelo qui prend le temps parce qu'il se dit: «Bah, je vais tabasser, je vais pas chercher à le coucher en un coup, je vais essayer de marquer mon dégât». Je sais qu'au bout de 3, 4, 5 rounds, à chaque fois qu'il va se retrouver dans les corps, je vais l'épuiser, 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 puis au bout d'un moment, il va tomber. Sachant que ces derniers temps, ça marchait pas. C'est pour ça qu'il y a que des décisions, qu'il y a plus de KO. Donc là, je pense qu'on serait dans une situation où si Canelo arrive pas à maintenir la pression, dans le ring, bah, ça va être compliqué pour lui de pouvoir causer du dégât. Philippe. Ouais, je pense que cette espèce de reset dont tu parles, Alex, il vient surtout du fait que Canelo, quasiment toute sa carrière, son focus, c'est: «Faut pas que je gasse». Donc dès que je peux ne pas dépenser d'énergie, j'en dépense pas. Il y a vraiment très peu de mouvements, gâchés, tu vois? C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est efficace. Si je bouge pas, c'est parce que je veux pas dépenser d'énergie et alors, en âge, plus, la qualité de l'adversaire qui augmente, c'est un truc dont il a toujours en tête. Tu vois? Par exemple, si tu prends une de ses performances qui était très bonne récemment contre Caleb Plant, où tu vois, il finit par avoir le KO et puis de toute façon, il combat très bien dans ce combat. Il est brillant dans ce combat, mais tu sens qu'il y a toujours cette alerte de: «Putain, si jamais j'ai plus rien dans le corps dans les 2 derniers rounds, je vais galérer». D'où, l'accélération, à partir du 6e, 7e round et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il reset également. Puis je pense que c'est un défaut, mécanique qu'il a, mauvaise habitude, comme tout le monde en a, qu'il a attrapé. Moi, ça me fait penser au 1er knockdown que met, Crawford sur Spence. Tu vois, Spence, il part avec son body jab et puis, Spence, ça fait toute sa carrière, mais on l'avait jamais vraiment remarqué, c'est qu'il overextend tout le temps, en fait. Il est tout le temps la tête au-delà des pieds et là, Bud, il dit: «Bon, bah, mec, c'est le moment. Tu as balancé ton attaque qui me fait rien. Boum, juste contre». Et là, tu vois que Spence, il est choqué par la puissance des poings de Bud et la précision du coup, à quel point c'est sharp. Je te dis pas qu'il va faire ça à Canelo, mais par contre, effectivement, une fois que Canelo a fini son attaque, quand il a cadré et qu'il reset, si Bud, à chaque fois, il met juste un petit coup d'accélérateur là-dedans, il y a un moment où Canelo, il va te dire: «Merde, en fait, j'ai vraiment un souci sur ma sortie». Du coup, soit il va rester au corps à corps et là, c'est bon, ça va être stoppé et on reprend au milieu. Soit il va devoir adapter et trouver un dernier truc, genre soit essayer de le contrer et du coup, ça donne encore plus d'ouverture, à Bud pour jouer, tu vois? Donc pour moi, si c'était ça, si j'étais Bud et que tu dis: «Bon, je suis combat à 168, je suis peut-être pas autant le cardio que j'avais avant ou le volume que je peux avoir avant, heu, il faut juste que j'attrape mes moments parfaits». C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, boum, où j'accélère et là où je change de rythme et je surprends Canelo qui, des fois, tombe dans un rythme, comme je disais, comme un métronome. Tu vois, c'est pas un joueur de jazz, tu vois, qui peut switcher partout. Il a vraiment un truc où il faut que ça reste en contrôle. C'est un contrôle fric un peu, tu vois? Et je pense que Bud, il a toutes les armes pour complètement, chambouler ça et agacer Canelo fortement, ouais. Tu sais, même sur ses mouvements latéraux, Bud, tu vois souvent, il arrive à contrôler les gants sur une garde haute, à bien, tu vois, à bien les faire il a beaucoup d'armes. Je pense que vous avez à peu près compris où va aller mon prono, si vous m'entendez depuis tout à l'heure. Mais je trouve qu'il a beaucoup d'armes là-dessus. Et une dernière que j'avais notée, c'est des combinaisons, quand les mecs qui ont utilisé des combinaisons avec des swivel jab, je pense à Golovkin, il y en a une, uppercut, swivel jab. Je pense à Kovalev sur une séquence aussi. Ça, il a toujours été vulnérable à ça, Canelo, et ça, Bud, il maîtrise aussi parfaitement. Qu'est-ce que vous avez d'autre en points que vous vouliez noter techniquement ou qui vous intéresse sur le combat? Parce que on a déjà l'horloge tourne et on a déjà bien avancé sur tout ça. On a 2-3 autres combats à parler, les gars. Ah ouais. Vas-y. Je Philippe? pense juste qu'on a répondu rapidement, mais ce combat-là aussi, vu qu'on parle quand même de 2 vétérans qui ont énormément d'expérience, ce sera celui qui gère le mieux ses moments faibles également. Là, je pense qu'avec ce qu'on a dit, on se doute que c'est Canelo Crawford pardon, qui a le plus d'armes pour pouvoir être en gestion constante du combat. La seule truc, c'est qu'il l'a jamais fait à cette catégorie de poids. Alors que Canelo, malgré que ce soit un métronome, il a quand même toujours réussi à ne pas gasse au final, à part, peut-être contre son dernier combat. Donc voilà, celui qui parce qu'il faut quand même, pour donner du crédit à Canelo, Crawford est celui qui soit déconcentré 10 secondes au mauvais moment et il peut juste en un coup, perdre, tu sais, 50 de sa vie également. C'est-à-dire que même s'il a un bête de menton et qu'on l'a jamais trop vu comme ça, avec Canelo, c'est quand même possible de savoir que la moindre erreur, peut-être tu peux te péter l'orbite, tu sais, genre de l'œil ou un truc comme ça ou,
avoir un truc qui fait « Ah ouais, ça change tout le combat également ». Moi, c'est plus comme ça que je vois le combat Canelo. Je lui donne genre, c'est horrible de dire ça parce que j'adore ce mec, mais puncher's chance, tu vois, c'est genre la chance qu'il y ait un coup qui change le combat. Je ne Ouais, vois pas c'est du ça. tout dominer les rounds. C'est le plus gros puncher que Crawford a affronté, hein. Et alors que l'inverse, c'est Totalement. pas vrai, tu vois. Donc, Ouais, bien l'inverse, sûr. c'est pas vrai. Il a partagé Mais tu vois, 6 rounds avec Golovkin. Bon, voilà quoi. le truc, Ouais. excuse-moi de te couper, le truc que je dis, c'est que Canelo, je pense pas que tu rentres en tête de dire je vais foutre KO ce mec. Non, bah C'est, il non, faut bien que je sûr le que non. frustre, il faut que je le frustre le plus possible et que j'ai ma victoire au point. Alors, vers une victoire au point, ça veut pas dire boring, hein. C'est juste d'aller au truc et de jouer intelligemment. Et Bud, il est très, très intelligent. Et Canelo aussi, je pense qu'on a beaucoup critiqué Canelo là un petit peu, mais c'est également un combattant qui, dans son prime, était excellent. Juste pour finir là-dessus, pour moi, si ce combat il apparaît en 2018 ou 2021, jamais de ma vie je prends Crawford pour le battre. Pareil. Je pense que la version prime de Canelo 2019, là. va s'en sortir parce que physiquement, c'était vraiment également un monstre. Voilà, juste. Ouais, et moi aussi, pour finir, un autre truc, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup de temps sur la technique. J'espère que vous avez kiffé. Mais ça reste aussi 2 brawlers. Et en fait, il y a un moment où on se disait que, voilà, effectivement, il y a Philippe, tu disais qu'il était peu orthodoxe, Bud. Mais il y aura aussi des fulgurances où les deux ils vont se mettre au milieu du ring et ils vont peut-être swinguer, hein. Parce que là, on parle de technique, on parle d'angle, mais il y a des moments où c'est juste on se la donne, toi et moi. Et c'est aussi dans ces moments-là où Canelo il sera capable de Là, créer t'as quelque deux chose où ils vont gangsters, être mon gars. surpris. Là, t'as quand même deux gros gangsters parce que Bud, il a C'est cette pour ça, il mentalité y a des aussi. moments, Ouais, ouais, ouais. on parle technique, mais il y a des moments, je pense, où quand il y en a un qui va sentir le sang, quand il y en a un autre qui va être frustré, comme tu dis, c'est ces fameuses 10 secondes pivot. Je sais pas, il reste 10 secondes, tu sens que le mec, il est pas trop bien. Vas-y, on tente. Ouais, c'est dans ces moments-là aussi que ça peut être très pivot. Ouais, de cette génération-là, désolé Diane, je te coupe juste une seconde. De cette génération-là, euh, si on oublie que Canelo est un petit peu sur la fin, euh, Crawford, Bud, Inoue, Golovkin, c'est les meilleurs finisseurs qu'il y a dès qu'ils sentent le sang pour finir, ils sont incroyables. Ouais. Je parle pas des poids lourds parce que poids lourds, quand même, le nombre de KO est beaucoup plus haut. Mais dans cette génération-là, tous ces 4 mecs-là, Bud, quand il sent le sang également, C'est c'est un méchant. finisseur incroyable et Canelo évidemment également. Ouais. Dylan, tes dernières réflexions sur ce combat, et puis vous allez tous me donner votre prono juste après, Dylan. Bah, j'espère, moi, mon seul truc, c'est que j'espère que les dernières prestats de Canelo n'étaient pas représentatives parce que pas le bon environnement, ce qu'on disait, Riyad, 6h du mat, parce que pas l'envie, tout simplement, parce que pas de legacy, pas le bon mec en face, pas vraiment de challenge en fait, hein. Là, j'espère que Canelo arrive, alors ce sera pas le Canelo de 2019, hein, mais que Canelo arrive, que c'est un vrai gros Canelo ultra préparé, que le fait d'avoir fait venir Boots dans le camp, c'était vraiment pas juste de la com. Enfin, qu'on a un Canelo qui arrive, un Canelo motivé comme en 2019 pour le coup. Et du coup, bah, prono, je pense que j'étais très absolu il y a 2 semaines sur le fait que Bud allait faire une masterclass et que ça allait être trop compliqué pour Canelo. Et en fait, après avoir bossé là pas mal et avoir revu tous leurs derniers combats finalement, 60-40 Bud. C'est la beauté de ce truc, parce que je t'avais dit enfin, avant qu'on commence l'émission, plus j'ai bossé et plus j'avais déjà Crawford et plus je l'ai mis encore plus haut dans mes possibilités. Je vote Crawford. Les deux autres, Kabir. Ouais, moi, Crawford, hein, et il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Philippe, donne-nous Canelo. Fait qu'on fasse pas du 4 sur 4. Bah, tu sais, j'aimerais parce que je préfère Canelo à Crawford en termes juste d'émotion, parce que j'ai passé plus de temps avec lui à suivre ses combats. Il a affronté tellement de mecs que j'adore que c'est devenu lui que j'adore. C'est ça que j'adore, juste pour finir sur Canelo, c'est qu'à la base, moi, je suis un mec de Golovkin et de Cotto. Et il a presque battu Cotto, mais il a battu méga sûr, et c'est devenu lui que j'ai suivi. Et on l'a vu grandir tous, Canelo, tu vois. Donc j'ai une affect énorme avec lui. Euh, Moi, je prends Bud par décision, mais assez sévère, genre à 116, 112, un truc comme ça, tu vois. Et, et par contre, ce que j'ai peur, c'est que ce soit pas comme ça, c'est que ça aille à décision et comme un vrai combat de boxe mythique, tu as un show super dans le ring et c'est niqué par les organisations, par les juges et tout, donc des cartes qui sortent de nulle part. Voilà. Donc mon pronostic, c'est Bud qui gagne par décision, mais avec des cartes horribles de scoring et un combat super intéressant qui mériterait une analyse C'est- profonde. Ça reste Canelo à Las Vegas, hein. On Ouais. peut toujours On aura un 118-110. Adelaide Bird sera là, vous croyez ou pas? on peut toujours être surpris. Elle sera au moins dans le stade, hein, vu Un minimum, ouais, minimum. vu la relation avec la commission athlétique et de son mari aussi. Ouais. Verte, oui, elle sera dans le stade, ça c'est sûr, mais j'espère pas derrière une table de juge. Non. On passe
On va pas faire tous les autres combats de l'undercard, il y en a beaucoup. Il y a Raito Tsutsumi pour Philippe, notre passion boxe japonaise. Raito, il est là, 3e combat. Il va falloir qu'il boxe au Japon un jour, Philippe. J'ai envie de le voir quand même faire du truc normal et pas seulement les grosses cartes là, de Riot Season. Marco Verde. GG maintenant. Non, il est baisé là. Oui, il est pégué. C'est ça qu'il est piégé. Et il va mettre un paquet de temps avant d'arriver au niveau championnat du monde, ce gars-là. Beaucoup plus que s'il avait été au Japon, je te le dis tout de suite. Oui, exactement. Marco Verde, qui était un Olympien, le Mexicain que j'avais adoré à Paris 2024, qui fait aussi, je crois que c'est son 2e combat pro, c'est sur l'undercard, elle est sur YouTube. Il y a Boachuk même dans l'undercard sur YouTube, c'est cool. Bon, le co-main event, c'est Callum Walsh, bienvenue à TKO Boxing. Le petit protégé de Dana White, c'est co-main event. Mais le co-main event qui aurait dû être co-main event, c'est Christian Mbili, le champion WC par intérim de cette catégorie super moyen contre le Guatémaltèque, Lester Martinez. Dylan, je te donne la parole en premier parce que sur les notes, j'ai vu que tu avais pris pas mal de notes. Je pense que tu as bien analysé le style de Martinez aussi, que sans doute les gens qui nous écoutent connaissent moins. C'est normal que Christian. Ouais. À quoi on peut s'attendre dans ce combat-là? 2 gros punchers, 2 gros pourcentages de KO. Ça sent la guerre quand même. Alors ça sent la guerre, ça sent le Fight of the Night pour le coup. Par contre, il y a un truc, moi, c'est vraiment, j'aime pas ce combat pour Christian. Genre, je pense que Christian va gagner, je pense qu'il a toutes les armes pour gagner, mais j'aime pas ce combat pour Christian. Christian, il est classé premier The Ring, il est champion intérimaire WBC. Martinez, il est pas classé The Ring, il est 3e WBA, 7e WBC, 15e WBO, il est pas classé IBF. J'aime pas du tout ce combat pour Christian, ce combat n'a aucun intérêt. Oui, il y a tout ça Christian, en fait. Voilà, Il y a tout à d'un faire. point de vue business, ça n'a aucun intérêt, et le mec en face est dangereux en plus. Donc ça, c'est quand même, voilà. J'ai trouvé que Martinez, il avait un très bon avant-bras. Il a une gestion de son jab qui est hyper intéressante. Il feinte énormément. Il change de niveau. Il arrive à bosser en crochet, en uppercut, en direct. Il a un bras avant qui est chiant, qui va être chiant pour Christian, vraiment. Et lui, son intérêt, c'est de maintenir Christian à distance. Parce que Martinez, c'est un gros puncher, mais il rentre pas forcément dans la poche autant que Christian, vraiment pas. Il n'a pas du tout le même style de combat. Il a besoin d'être un peu plus sur le pied arrière, tu vois. Donc si Christian arrive à bouger en permanence, justement, faut pas qu'il reste statique parce que ce bras avant, sinon, va le matraquer toute la soirée. S'il arrive à bouger en permanence et à rentrer dans la poche, je pense que Martinez va passer un très mauvais moment, vraiment. Parce que dès que ça commence à rentrer, tu le vois dans ses fights, il prend des coups quand même. Et il aime pas ça. Il aime pas quand un mec lui met la pression et quand un mec vient le chercher vraiment collé au corps à corps. Et moi, j'ai trouvé que j'ai un truc qui revenait beaucoup. Il met du temps à relever la main à chaque fois qu'il met un bras arrière. À chaque fois qu'il met un direct en bras arrière, il se retrouve avec les 2 bras ballants pendant 1 ou 2 secondes, tu vois? Il y a un moment de Philippe tout à l'heure parlait de reset, il y a vraiment ce truc-là, où en fait il a fini son combo avec son bras arrière, donc il reset et il revient après en garde, mais il a 1 ou 2 secondes de latence. Christian, s'il arrive à exploiter ça, ça va être, Martinez, il va rien comprendre, je pense. Donc moi je vois Christian par KO. Je pense que Martinez est un excellent combattant qui est très dangereux. Mais je pense qu'il n'a pas les armes, il n'a pas l'expérience de Christian, qui là commence à vraiment avoir partagé le ring avec des gros noms de la catégorie. Pour moi, ouais, Christian par KO, 7e, 8e round. Kabir, tu veux y aller? Ouais. Je tombe grave en phase avec Dylan. En fait, ce qu'on se disait, on avait pu discuter même directement avec Mbili qui lui voulait clairement affronter un gros nom. Même si d'un point de vue compétitif, c'était pas forcément ouf. Il voulait juste un gros nom pour accrocher un nom en plus dans son palmarès. Là, ils lui ont mis pas forcément un gros nom, mais ils lui ont mis un vrai boxeur en face. Et c'est ça que je trouve grave relou pour lui. Ça lui donne une occasion de briller en plus, mais malheureusement, même s'il plie un classique face à Martinez, ben, ça va pas forcément plus le rapprocher d'une opportunité pour le titre parce que voilà, il est tombé à la mauvaise époque, quoi, malheureusement. Donc, effectivement, ça va être un match-up difficile. Tu as raison quand tu dis Fight of the Night, parce que même si on a 2 virtuoses en main event, Mbini Martinez, ça va faire des étincelles, hein, d'un côté comme de l'autre. Et Martinez, il est pas venu non plus pour prendre son chèque. Je pense qu'il a clairement une chance, il a tout à gagner lui aussi. Et donc, il va proposer un très beau combat. Donc, sur l'analyse technique, je te rejoins totalement. Et ouais, j'ajoute que sur les dernières performances, Billy, et tu l'as mis en plus, Christian, il démarre vraiment fort. Je sais pas, dans sa tête, peut-être il s'est dit, je suis Mike Tyson en 88, je sais pas ce qu'il a, mais il veut juste tabasser le mec en face. Donc, je pense que ça va swinger très rapidement. Et en fonction, on verra si Martinez va pouvoir tenir ou pas. Parce que d'un point de vue défensif, c'est vrai que j'ai pas regardé tous ces combats, je vais pas faire le mytho, mais j'ai quand même vu qu'il y avait des failles, comme tu le disais, et que ben voilà, je suis pas sûr que s'il prend les coups qu'il prenait dans ses précédents combats de la part de Christian, il va pouvoir tenir longtemps. Philippe. Ouais, ce qui est marrant avec le style de Mbili, c'est, ouais, comme tu dis, lui, il rentre vraiment dans le ring pour tabasser son adversaire il démarre vraiment très fort. Alors, par contre, dans son style, il y a le risque que Martinez pourrait faire, mais je pense que physiquement,
il est pas assez fort pour le faire, c'est que alors Mbili, c'est soit il te roule dessus, soit c'est toi qui lui fais passer pour un amateur pendant 12 rounds, dans le sens où si tu arrives à contrôler le ring et pas trop à reculer tant que ça et que tu as un bon jab avec la distance, il a tendance parfois à être un peu plus généreux que technique, Mbili. Et alors par contre, des fois, quand il t'attrape dans la poche, les dégâts qu'il fait, ils sont incroyables. Physiquement, c'est vraiment méga, méga impressionnant. Et je trouve qu'avec le temps, il s'est quand même amélioré sur ses entrées. Il y a une époque où c'était vraiment bagarre. Mmh. Maintenant, quand même, il y a un peu plus de feinte, de trucs. Et donc, c'est ce qui me dit que peut-être que les 3-4 premiers rounds, il a un peu de mal à entrer dans la poche, tu vois, vraiment faire des gros dégâts. Et qu'à un moment, il arrive à passer le jab et les attaques à distance de Martinez. Et là, je vois pas Martinez tenir les 6 rounds qui restent ou les 7 rounds qui restent. Donc, moi, je mettrais Christian Mbili par KO round 8, round 9. Ouais. Un beau KO. Genre un truc où tu dis ouf, Ouais, une patate électrique. Martinez, tu vas pas le revoir là. Genre, Ah ouais. un truc comme ça. Ouais. Donc Ouais, voilà. je vous suis assez les trois sur comment peut se passer ce combat, mais tu as raison, Dylan, c'est un boxeur chiant et puis c'est pas un nom, comme tu disais, Kabir. Donc c'est pas une équation qui est la meilleure possible pour Christian. Allez, dans le côté positif, il y a de la visibilité. Tu seras sur une grosse carte, Ah ouais. regardée par beaucoup de gens sur Netflix. Si Turki t'a mis là, c'est qu'il a peut-être une idée quand même derrière la tête, si tu mets le gros KO, et qu'il va peut-être lui-même, si Canelo a gardé ses ceintures, et va aller voir Canelo et lui dire maintenant c'est Christian que je veux que tu affrontes. Et on sait que ce que Turki veut, Turki a la plupart du temps, surtout quand tu as Mmh. fait signer Oui, un contrat. ça m'étonne pas que Turki il aime bien le style d'Mbili. Ouais. Ouais, bah oui, Voilà. c'est pas là, c'est pas Tom et Jerry là. Enfin, tu vois, Oui, il y a Shiraz. Non, non. Il y a Shiraz qui est son petit. contre, voilà, il y a Il Shiraz son gature dans la KT, donc attention quand même. Hein. il y a Shiraz qui est le poulain. En vrai, maintenant il y a Osles Iglesias qui est dans Ouais. l'équation. Moi, je t'avoue, un Billy Shiraz, moi, je serais content. Hein. Je serais content. Hein. En demi-finale mondiale, moi ça me va aussi. Ou alors pour les ceintures qui vont certainement éclater Je vais après. éclater, ouais. Ouais, peut-être, c'est ça. Et d'avoir, t'auras un Iglesias qui peut récupérer côté IBF, eux qui peuvent s'affronter pour WBC. Ouais, il peut y avoir des choses, mais j'avoue, j'aimerais bien Christian Chiram, mais c'est pas fait du tout qu'il ait le gros combat derrière. T'as raison, Dylan, même avec un gros KO, ça l'aidera. Ça peut pas ne pas l'aider de faire ça. Mais l'équation, elle est compliquée chez ces super moyens. Et je pense que pour devenir champion du monde, ton meilleur chemin est sans doute que Crawford gagne, que Oui. prenne sa retraite et que toutes les ceintures explosent Exactement. et qu'en fait, tu sois champion du monde le lendemain parce que t'as battu Martinez et que t'es propulsé de intérim à champion full, quoi. Donc, D'ailleurs, Martinez s'est pas entraîné au fait. Enfin, a pas fait l'open workout. Je sais pas si ça a son importance ou pas. Juste, je précise, il y avait les open workouts cette nuit à Vegas. Il n'y a pas eu de Martinez, il n'y a pas eu ni Canelo ni Crawford non plus. Bon, la gestion de l'événement par l'UFC, c'est une catastrophe, hein, parce que open workout, la presse se déplace. Enfin, pour en avoir fait quelques-uns des open workouts, si tu te déplaces en tant que presse pour les photos, pour les vidéos et tout, et que t'as pas ton main event, c'est quand même un Ah, tu concept. l'as un peu dans l'os. Hein. Ouais, puis ça, tu vois, les rumeurs où on disait peut-être que Crawford il est blessé et tout, ça va pas aider hein, sur l'aspect rumeur. Et pareil pour Martinez, les rumeurs de cocaïne, si vous avez pas vu, apparemment il y aurait quelqu'un de la carte qui aurait été contrôlé positif à la cocaïne, mais qui laisse combattre malgré tout. Il y a beaucoup de rumeurs qui recoupent vers Lester Martinez. Bon, bah voilà, le mec qui s'entraîne pas aux open workouts, ça aide pas non plus. Enfin, tu vois, bon, médiatiquement, c'est pas le move du siècle. faire la fête en plus. Là. Ben oui, voilà, c'est pour ça, c'est pas le move du siècle. Bon, non, mais c'est voilà. sûr que ça aidera pas à calmer les rumeurs. Et on le disait tout à l'heure, hein, pour rappel, donc il est entraîné par le même coach, Bomac, que Terence Crawford, Lester Martinez. On se garde du temps pour Naoya quand même parce que ça mérite, les gars. Donc, Oui. je pense que c'est plus important. Ça se voit, c'est plus ton chouchou. Hein. T'en as plus rien à faire. Hein. Mais non, mais Tu veux qu'on parle de Bum non. Déjà, je vais te dire une chose importante quand même. Il est possible que le meilleur combat de ce week-end, ce soit pas à Las Vegas. Hein. Ah, Et c'est vrai. c'est vrai. Il est même fort possible que ce soit pas à Las Vegas, mais que ce soit à Nagoya, dans la nouvelle IJ Arena, qui est une enceinte de flambant neuve, que Naoya a remplie en 9 minutes. 17 000 tickets, 9 minutes. Qui se revendent, on en avait parlé la dernière fois, à des prix au marché noir absolument lunaire. Je vous ai même pas fait ma transition parce que j'avais vu une question complètement débile sur Twitter qui m'aurait permis de faire une transition que j'ai lue ce matin, qui était: qu'est-ce qui était le plus impressionnant, Terence Crawford qui bat Canelo ou Inoue qui irait battre Gervonta Davis à 135? Ah, la fameuse Ino. Gervonta, il est nul. Et pour répondre, C'est carrément Crawford qui bat Canelo. voilà. Donc ça m'aurait permis de faire la transition. Au moins je l'ai su. Ouais, moi aussi. Hein. Cette question à la con. Mais donc, IJ Arena, je le disais, contre Murodjon Akhmadaliev, qui le réclame depuis des mois et des mois, voire plus que ça, qui même accusait Naoya de
le duck, de l'éviter. Je pense que c'est le pire truc qu'il ait fait, hein, parce que chaque fois que les adversaires ont un peu trop parlé sur Naoya ou l'ont chauffé un Ouais. peu trop, ça s'est assez mal fini. Alors, on n'a pas été jusqu'à BAM avec le poster qui était déjà prêt pour Martinez avant Cafu, mais on a quand même eu l'annonce que son prochain combat, c'était contre David Picasso le 27 décembre à Riyad, là, sur la carte Japon reste Reste du du monde. Donc, c'est quasi officiel. Donc, pareil, manque de respect quand même pour MJ, évident. Sur la même carte, il y aura, ça a été aussi annoncé par Mike Coppinger pour le coup, il a des bonnes infos puisqu'il travaille pour Riyadh Season, hein, quand tu travailles à The Ring. Il y aura donc en co-main event Junto Nakatani qui sera dans la salle à Nagoya dimanche. Donc tout s'écrit pour ce super fight au printemps prochain au Tokyo Dome. Oui, 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 Philippe, on y est, on y arrive. Bon, il est passé même numéro 1 en super bantam là, Ouais. dans les nouveaux classements WBA, je crois. Ouais. Donc tout est écrit pour ça. PS, et on l'avait déjà dit, quelle bête idée que pour la dernière rampe de lancement, tu le fasses à Riyad à 5h du matin au Japon. Putain, c'est tout à clair. l'heure. Sur C'était débile. c'est dans une salle vide, c'est complètement débile. Ridicule. Mais en attendant, faut passer Murodjon Akhmadaliev, qui est peut-être. Ouais. Bon, il y a Nakatani maintenant qui sera ce défi en super bantam, mais avant sans doute qu'il passe en feather Naoya, mais qui est sans doute le dernier le plus grand adversaire possible qui lui restait. On est d'accord, à Naoya, Picasso, moi ça m'emmerde dans ce combat, j'en ai rien à Ouais. tu vois. Non, ça c'est un combat parce qu'il faut combattre en décembre, mais je t'avoue que MJ là c'est du morceau, c'est un gros morceau, Après bon, effectivement lui, c'est un peu comme ceux qui chassent Canelo, ils sont obligés de faire des pieds et des mains pour pouvoir avoir le combat qu'ils veulent et donc c'est pour ça qu'il est dans un narratif où il se dit que ouais, il m'esquive. Évidemment qu'il l'esquive pas, évidemment qu'il a pas son temps Naoya et qu'il prend qui il veut quand il veut et d'ailleurs qu'il gagnera très certainement contre qui il veut quand il veut. Mais c'est vrai c'est clairement l'un des mecs les plus durs et c'est l'un des plus méritants. Il a un run incroyable. J'ai pris le temps aussi de regarder ses précédents combats et performance après performance, il arrive à ramener ses adversaires dans des eaux troubles et à finir les combats avec la manière, d'où son gros auto de KO. Mais effectivement, après, comme on dit, il y a des niveaux dans ce game. Donc, je pense pas que, malgré le fait qu'il y aurait des étincelles, je pense pas que Naoya va être très, très inquiété ce week-end. Philippe, je vais te donner la parole, homme de boxe japonaise, mais pour le run aussi quand même, pour comprendre. Alors, ça inclut 2 titres pour des titres réguliers WBA, donc vous savez que j'aime pas ça. Mais Naoya, vous savez aussi que je lui fais toujours des petites fleurs quand même, ça reste les souchous, même si Bam, même si Bam est là. Mais 26e, si tu comptes ces deux-là, c'est le 26e combat pour un titre mondial de Naoya Inoue et de suite sur 12 ans. Il y a 23 KO. Ce run est quand même complètement lunaire et il va continuer encore quelques années. C'est le 7e gaucher officiel qu'il affronte. Pour l'instant, il y a 6-0 et 4,83 rounds de moyenne avant de les mettre KO. Voilà pour les stats. Philippe, comment tu vois tourner ce combat contre MJ Murodjon Akhmadaliev? Justement, en parlant de gaucher, les 2 knockdowns qu'il a souffert, Naoya. Alors contre Nery, c'est parce que Nery est gaucher et Naoya, il entre un peu, comme je vais dire, naïvement dans la poche. Il se prend son crochet du gauche, boum, il tombe par terre. Il se relève très rapidement, hein, c'est des flash knockdowns, c'est pas des trucs où il est blessé ou en danger de perdre le combat, quoi. L'autre, contre Cardenas, qui est droitier, c'est juste que Cardenas, il est en train Naoya le cadre et Cardenas passe en gaucher et balance un crochet du gauche pour passer sous le crochet de Naoya et bon voilà, l'attrape avec Naoya, les pieds sur la même ligne, tout ce qu'il faut pas faire. Il tombe, il se relève rapidement encore une fois, blablabla, et puis après le reste du combat, c'est masterclass. Malgré que ce soit une guerre, Naoya, il est en contrôle du combat Oui. tout le long du combat, malgré tout sur Cardenas, juste pour revenir dessus. Mais tu sais, on l'avait dit, Euh, quand il est down, quand même, les 2 fois, ça switch un bouton en lui, hein. Ouais, c'est comme Takeru Ouais, en kick, tu vois. Ok, let's go. Le kick, c'est la même Ok, chose let's à go, quoi. Takeru. Ouais. Ce serait quand même bien qu'il en fasse ça où il n'est pas down, histoire de faire taire les gens un peu. Par contre, au-delà du down, parce que ça, c'est vraiment une déconcentration de 2-3 secondes, il y a quand même un truc quand je regarde les combats de Naoya, là, les 6-7 derniers, où moi, je trouve que physiquement, il lui manque quelque chose par rapport à avant. Tu vois, c'est quand même toujours un athlète de fou, hein, et il est toujours très agressif, très puissant, très rapide. Mais il y a quelque chose en lui que je sens qui, au corps à corps, il est moins puissant qu'il était avant. Après, toi, il y a la montée en poids, il y a aussi des adversaires de qualité et des gens qui s'habituent à son style. Il est plus Mais prime, par Philippe, contre, hein. Il est plus prime, ouais, Naoya. mais Hein, du coup, ouais. techniquement, par contre, il a quand même toujours beaucoup d'astuces, beaucoup d'expérience, beaucoup de tours dans son sac. Et là, cet adversaire, il est vraiment nickel parce qu'il arrive à un moment où on se pose des questions du coup sur la sortie de prime de Naoya. Combien de temps il lui reste? Qu'est-ce qu'il peut encaisser? Blablabla. Et Akhmadaliev, c'est un combattant technique, surtout un mec méga physique. Vraiment, vraiment, qui a un physique de béton et tout ce qu'il fait est brut, dur.
Et donc, du coup, ça donne un combat intéressant où je pense que les premiers rounds vont donner beaucoup d'indications sur où en est Naoya physiquement. Mais bon, moi, C'est- tu disais. Parenthèse d'ailleurs, je sais pas si c'est Dylan ou Kabir qui l'avait noté sur le conducteur, mais il y en a un qui avait noté en débat, MJ peut-il challenger Inoue sur le Ouais, c'est côté, qui a mis ça, ouais. Ah, c'est toi? Ouais, ouais, voilà, sur le plan athlétique. C'est ça la grande question du combat, en fait. Ouais, c'est la grande question. Il est fort, MJ. Et je pense que Oui, quand on mais les verra sur le ring, tu auras l'impression que c'est même pas de la même caté. Tellement, pourtant Inoue, comme tu le dis, hein, c'est un athlète exceptionnel et c'est un gars qui a une éthique de travail qui fait que, je pense, peu importe le jour, la minute, la seconde à laquelle tu le réveilles, il est en position de boxer. Il sera capable de combattre le soir même, peu importe le moment auquel tu le prends. Tu sais, tu as des combattants, je sais pas, là je pense à notamment des poids lourds un peu qui aiment bien la fête. Eux, tu peux pas, il faut leur prévenir limite 2 ans à l'avance qu'ils auront un fight. Le temps qu'ils se mettent déjà psychologiquement, physiquement. Mais Naoya, c'est sa vie, c'est la boxe. Donc en fait, il est tout le temps en état de forme pour combattre, tout le temps prêt pour le combat, malgré le fait qu'il soit sur un déclin physique légitime dû à l'âge et à l'expérience. Je pense qu'il est toujours bon physiquement, mais face à lui, il a quand même un mec dur, un mec qui en veut, un mec qui va mettre un gros rythme, qui sait réussir à mettre des échanges vraiment très intenses. Et là, on voit justement où Naoya il se fait toucher lorsque ça commence à monter en pression. Faut faire attention parce que, comme tu le disais, les fois où il a été touché, c'était juste une secousse, on va dire. Mais s'il prend du vrai dégât et qu'il arrive à être un peu s'il a la tête dans les étoiles, MJ va commencer à accélérer. Ça peut être compliqué pour lui aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est une inconnue et une réserve qu'il va falloir lever ce week-end. Et c'est un gros Naoya va le c'est massacrer. un beau contreur, hein, MJ, quand Mm. même. Ouais, mais Naoya va le massacrer, moi je vous le dis, hein. Je pense que MJ, c'est Je fais c'est dans ton avis. Mais alors, Billy. il y a une, je suis désolé, hein, je vais être, enfin, je vais essayer de pas être vulgaire, mais il y a de la pignole autour de MJ. C'est un très bon boxeur. Mais alors, je trouve qu'il y a une pareil. pignole en mode, c'est lui le mec qui va aller chercher Inoue et tout. Enfin, merci Eddie Hearn, le narratif qu'il a créé. Il est tellement fort que Naoya l'évite et tout. Non. C'est un très bon boxeur. Il n'a pas le 10e du pédigré d'Inoue. Il n'a pas prouvé le millième de ce qu'a prouvé Inoue. Donc il est plus physique, il est machin et tout. Inoue va lui apprendre la boxe. Moi je vous le dis. Là pour moi, il y a des galaxies d'écart. Je pense que là, à l'instant T, c'est le meilleur challenge pour Inoue. Je suis d'accord avec ça Ouais. par contre. C'est le dernier qui reste avant Voilà, la Picasso, effectivement, j'en ai rien à foutre. Moi je suis comme toi. Donc pour moi, ça devait être je suis là à la limite pour préparer Nakatani, tu vois. Mais une chose est sûre, c'est que il y a des niveaux dans ce jeu, pour paraphraser les anglo-saxons. Je pense que Naoya va montrer pourquoi il y a des niveaux dans ce jeu et pourquoi il est top 3 pound for pound depuis des années et pourquoi il n'y a pas de débat sur sa place dans le top 3 pound for pound, tu vois. Et pourquoi Ouais. il roule sur tous ses adversaires, en fait. Parce qu'il est trop fort. Je te suis totalement et les downs qu'il a pris contre des gauchers, tu sais Philippe, ce sera pas la même si tu prends celui de Nakatani. Ça on est évident et quand on approchera de ce combat, on fera des Là, il y aura un débat. Là, il y aura un vrai débat. Ouais, il y a un Grosse, gros, grosse gros débat là. Mais Ouais. dans aussi vos clés que vous aviez notées sur le conducteur, on avait dit j'avais lu ne pas être suffisant techniquement. Tu vois, dans ce côté, pour éviter ces entrées naïves dans la poche. Et malgré tout, Naoya, il est arrogant en vérité, hein. Je sais, mais je pense que sur celui-là, parce qu'il y a Il va aussi pas ce prendre de narratif, risque. parce que Eddie Hearn a dit tout, parce qu'il y a ce narratif-là, je pense qu'on va voir un Naoya sharp à ce niveau-là. Ouais, moi aussi. Je voulais juste, Ouais. excuse-moi, pardon. Je veux juste reprendre sur les côtés. Naoya, il est japonais, donc il est forcément humble et modeste. Ça, faut arrêter, les gars. Non, Genre, je dis, les japonais qui peuvent pas un truc, aller voir du kickboxing, les gars, et aller faire un tour là-bas où il y a bien. Ah, il veut dire c'est gros gants et il Naoya, monte sur le ring. Hein. Plusieurs fois, il l'a montré sur le ring. Pour moi, c'est une bonne chose, hein. C'est pas. Ouais, ah oui, c'est un carrément. faux. C'est juste que par contre, parfois, ça se transforme en petite suffisance Ouais. technique. Genre, j'ai pas besoin de faire ci parce que je suis déjà trop au-dessus. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme on le disait Kabir, Akhmadaliev, il va amener le combat à lui directement. Donc ça va commencer très rapidement. Il n'y a pas de 3 rounds où je vous montre à quel point mon jab est fort, blablabla, c'est que ça va commencer direct. Et moi, ce que je vois, c'est que Naoya, déjà, il est très fort contre les gauchers. Donc, au-delà des 2 knockdowns. Le fait qu'il ait Tapales et faire des dizaines de sessions de sparring avec Tapales, qui est gaucher également, qui l'a vaincu, ça me rassure énormément dans sa préparation. Et je pense que le bras avant de Naoya, il est capable de faire tellement de choses avec, que ce soit son jab, le crochet au corps, les feintes, les uppercuts au corps également. Et il a tellement de variations que je dis ça va. Akhmadaliev, il va tenir physiquement pendant les 4 rounds. Et après, c'est une question de durabilité parce qu'il va se faire contrer de gauche à droite tout le temps. Et c'est lui qui va finir dans les cordes. Et comme tous les gros mecs qui font de la pression tout le temps, c'est une position dans laquelle il n'est jamais allé ou quasiment très peu. Et c'est là où ça va abandonner rapidement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il sera beaucoup plus alerte. C'est vrai qu'on parlait du fait que voilà, il est un peu justement prétentieux et c'est vrai, on parlait des Japonais. Moi, je pensais à Takeru qui lui aussi, quand il est touché, tu sais, il passe en mode obligé de faire une rêve Dragon Ball super garé là, dès qu'il sent un petit peu la, dès qu'il est, il frôle la mort ou il prend du dégât.
il se réveille et il accélère. Mais je pense que pour ce combat-là, déjà la prépa, comme tu l'as dit, mais aussi l'enjeu, puisque c'est le dernier avant son gros choc, il va y aller à 100%, il va y aller, il va lui casser la figure. Et donc, je pense pas qu'il y aura énormément d'erreurs techniques de la part de Inoue. Donc, c'est aussi pour ça que je suis assez confiant. En revanche, MJ, c'est quand même un gros bloc physique. Donc, à voir combien de temps il va tenir. Tu vois, on vient de comprendre pourquoi Picasso, tout le monde s'en fout, puisqu'il vient de dire c'est le dernier avant le gros choc, alors qu'il y aura Picasso. Non, mais tu vois, mais moi, je le considère même pas. Tu vois, pour moi, les combats de décembre, c'est limite, c'est pas une exhibition. Je vais pas dire ça. Non, Mais fin décembre, c'est un choc, c'est un combat pour pour vendre des billets et se faire la fête. Mais non, c'est pas un combat avec un enjeu, tu vois. mais je le disais avec sourire, c'est que c'est symptomatique de ce que va être ce combat. Tu sais, Tapales, qui a été en effet son partenaire de jeu là, en sparring à Naoya, qui a battu Akhmadaliev juste avant d'affronter Naoya d'ailleurs, en 2023. Bah ouais. Level to this game, comme tu disais, Dylan. Et je pense, moi, qu'on va voir une démonstration, encore une nouvelle de Naoya, et que pourquoi il mérite d'être aussi haut placé selon tous les spécialistes de boxe. Philippe, j'avais une dernière réflexion, et on dira un tout petit mot sur Takei quand même, mais quelques main event, mais une dernière réflexion que j'avais trouvée intéressante. Je pense pas que ça rentrera en compte dans la réflexion de Naoya, mais j'ai aimé cette réflexion avec tout ce qui s'est passé. Et tu sais que quand on aura le temps, on fera aussi un épisode sur la boxe japonaise qui s'est passé récemment, et les deux morts sur la même carte, et puis les évolutions qu'il va y avoir, les décisions qu'ils ont prises à la Japanese Boxing Commission. Mais c'est Sean Zittel, un journaliste que je pense que vous voyez tous, américain, et qui disait c'est une super chance pour Inoue de boxer plus contre un super contreur, counter-puncher, tu vois, comme peut être Akhmadaliev. Et avec les récentes tragédies au Japon, Inoue peut faire un précédent un peu et montrer au monde de la boxe japonaise que c'est OK d'être patient pour être efficace. J'ai bien aimé cette réflexion. Je pense pas que ça rentre en compte dans son truc, mais tu vois, avec tout ce qui s'est passé, j'ai bien aimé ça. Non, bien sûr. Si c'était un boxeur américain ou européen, vu que c'est le premier gros combat depuis les tragédies du 8 août, il y aurait un événement. Tu vois, les Américains, c'est sûr. Tu aurais un truc, une minute de silence, blablabla. Les Japonais, ils vont jamais faire ça. Non, c'est Les Japonais, ils osent même pas te dire je t'aime dans les yeux. Donc tu crois vraiment, tu sais, qu'ils vont faire une cérémonie. C'est genre, oh mon Dieu, la honte, notre pays a échoué, il faut pas qu'on en parle. Donc c'est limite On vote. silence, silence, silence. Après, c'est comme ça, c'est culturel. Mais par contre, oui, pour le reste du monde qui se rappelle de ça, et de toute façon, ça va avec le style de combat de Naoya. Je pense que moi, il y a moins de bagarres et plus de technique. Déjà parce que Akhmadaliev, techniquement, il peut pas rivaliser avec Naoya. Et donc je pense, oui, c'est un truc qui restera en tête. J'y ai pensé, tu vois, vu que c'est le plus grand combat depuis cette tragédie, il y a 2 mois, que c'est un truc qu'on aura en tête. Mais je pense qu'une fois que le combat il commence, c'est un truc, tu es en mode robot, tu fais ta performance. C'est pas un truc que tu as en tête. Mais je pense que de toute façon, la clé de la victoire pour Naoya, c'est d'être technique et de pas brûler de toute façon. bon, De brûler que à la fin, une fois que l'autre est déjà vidé. Quoi. en tout cas, on est à peu près tous d'accord sur le fait que Naoya va s'imposer Pas clair. Large. et cruiser tout tranquillement vers cet immense choc qu'on attend tous au printemps prochain. Et j'espère que j'en convaincrai quelques-uns de vous de m'accompagner au Japon. Philippe, je sais que chaud. Et c'est de toute façon. Voilà, Jab Life au Japon, les gars. Ça, c'est ce genre d'événement qui mérite. Et le Common Event, donc, un petit mot, Philippe, mais rapidos. Yoshiki Takei, le champion WBO des Bantams, qui remet son titre en jeu contre Christian Medina Jiménez, Medina, ouais. mexicain. Qu'est-ce que tu peux nous dire en 1 ou 2 minutes de ça? Moi, j'ai vu Medina combattre quand j'étudiais Ryosuke Nishida. Mm. Parce qu'il a perdu, c'est sa dernière défaite d'ailleurs, je pense, contre Nishida. Depuis, il a gagné 4 combats, je crois, à Medina. C'est pas un mauvais boxeur, hein, c'est un boxeur plutôt compétent, très compact. C'est un peu Iga sans le pouvoir de Iga. Tu vois, genre, c'est-à-dire que très compact, très carré, et ça fonce tout droit et ça essaye de marquer des points au corps surtout. Je pense que Takei, il va lui mettre un KO monumental. La différence de finesse technique entre les deux, ouais, je pense Takei, round 6, KO. Je Je pense que Takei, le fait d'être aussi versatile, avoir d'être si rapide également et de frapper aussi fort, ça va être too much pour Medina qui va être frustré rapidement et qui va se manger énormément de trucs en contre. Ouais, ça va être compliqué pour lui. On a toujours pas de diffuseur en France, au fait? Non. La Parce que honte. les questions vont être posées dans le commentaire, donc La honte. Ouais. La honte. On n'en aura pas. Je te le dis, on en aura. ça y est, c'est officiel? OK. Il n'y en a pas aux États-Unis, il n'y en a pas en Angleterre. Ouais, c'est une honte. Avec Top Rank qui s'est écroulé, qui a plus Oui, oui. le ESPN, tout ça, Ouais, ouais. c'est un bordel au niveau de Top Rank. Et je peux te dire que c'est les minots et VPN. Que je vais faire un c'est VPN et les minots, et c'est comme ça que ça va se terminer pour beaucoup de gens dans le monde. On parle de Naoya Inoue, c'est une dinguerie totale. C'est l'un des meilleurs boxeurs du monde et on peut pas le regarder dans le monde. Non, C'est dingue. Ouais. c'est une folie. Enfin voilà. OK. Donc, heureusement qu'il y a les minots, et
Tu vois, ces possibilités technologiques aujourd'hui d'atteindre cette chaîne, parce que sinon, on serait juste à attendre le résultat sur Internet, tu vois. Comme en 1938, quoi. Normal. Les avions dans le ciel. Les avions, ouais, avec ou les journaux sur les boulevards d'MC Carpentier. Complètement délirant. En tout cas, voilà, je sais pas si vous avez envie de rajouter un truc sur Takei, mais moi, je suis juste 100% d'accord avec ce qu'a dit Philippe. Je pense Ouais, rien à dire de plus. on a le droit à un gros chaos comme il faut. Et pensez pas que Inoue Nakatani, c'est le seul gros combat qui commence à avoir des petites pierres qui se lancent à droite à gauche pour construire ça, parce que s'il garde sa ceinture, en novembre, c'est quasi officiel, mais Tenshin va faire la ceinture WC vacante de Nakatani contre Takuma Inoue, le petit frère de Naoya. Chouchou. Moi, on l'analysera ce combat quand il arrivera, mais je pense que Tenshin va la prendre. Je pense que Tenshin va la prendre, cette ceinture-là. Enfin, c'est pas un combat facile à affronter. C'est pas un combat intéressant, non. Pas un combat facile du tout, mais je pense que C'est vraiment ce combat-là, juste pour le résumer, c'est vraiment le talent contre le travail dur. Ne disons pas que Tenshin ne travaille pas, mais c'est que Takuma, il n'a pas forcément de capacité physique incroyable comparé à son frère qui genre punch comme un middleweight. Il a ce truc-là. Mais par contre, il est quand même très intelligent, très tactique. Ça pose toujours cette question de qu'est-ce qui est le plus important, le physique ou le cerveau, tu vois. Et donc, c'est un débat intéressant sur ce combat malgré tout. t'as raison. Talent, travail, sans que les deux, Takuma a aussi du talent. Le travail. Et l'autre c'est ça. travail. Ouais. Mais le gros résumé, c'est ça. Et non seulement je le pense, mais il faut qu'il l'apprenne, Tenshin. Parce que derrière, tu peux faire Tenshin contre Takei pour l'unification. Les deux anciens du pied-point, ça, c'est déjà C'est incroyable. au Japon. Ouais. Et soyons clairs, si tu fais un jour Naoya Inoue contre Tenshin, c'est beaucoup plus fort au Japon. Pour ceux qui nous écoutent, vous vous rendez pas compte que Nakatani. C'est THE fight absolu au Japon. Un petit présent disait que Tenshin, il a l'occasion d'être un. S'il continue comme ça, d'un jour avoir un statut de peut-être un des plus grands combattants de tous les temps, de par son palmarès incroyable en kickboxing et la manière dont il combattait. Parce que, faut pas oublier, je sais, box rec, les victoires, ça compte. Mais pour moi, c'est le style, le contexte toujours qui compte. Il y a des défaites qui valent énormément. Par exemple, toi, la défaite de Golovkin contre Canelo lors du rematch, tu peux pas appeler ça une mauvaise performance. Ça joue à l'héritage du combattant, par exemple, juste pour prendre cet exemple. Et Tenshin, du coup, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable, vu qu'il est en train de vraiment monter super haut en boxe, avec un style toujours qui est particulier. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est plus Tenshin il gagne, plus la boxe japonaise elle gagne. Ouais. Donc voilà, jusqu'à un certain point, on va être pour lui. Et en espérant que ça monte de plus en plus et que ça attire encore plus d'œil vers ce sport. Et quel fight ce serait contre Inoue. Ouais. Et même, il y a un monde où il y a un Tenshin Bam, hein, dans pas si longtemps que ça, les gars. Ah, mon rêve. Il y a un monde Ça existe. pour ça. Oui, ça existe, ce genre de choses. Et ce week-end, c'est vraiment un énorme week-end de boxe parce que, quand même, on tient à le dire, il y a aussi le titre IBF des welter qui est en jeu. Lewis Crowder contre Paddy Donovan à Windsor Park. All Irish World Title Fight. Combat qui aura beaucoup d'implications aussi, puisque David Papo, à qui on souhaite le meilleur, il est parti en Australie pour affronter Liam Paro et le vainqueur devrait prendre. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Le vainqueur de Crocker Donovan, donc Paddy Donovan qui avait dominé le premier combat et qui avait été disqualifié pour un coup après le gong. Donc voilà, gros combat aussi. C'est un énorme week-end de boxe et ce combat-là, il fallait le citer parce qu'il peut avoir des grosses implications pour un Français. David Papo, s'il le fait. Vas-y, conclue Philippe. Je suis à ton bar. Netflix Ah oui. tienne le coup. Ah ouais, ça, bon, moi j'espère même Soit pas en 144p pendant que avec le cul de Tyson en gros plan, avec le cul de Tyson qui freeze, ouais. Ne faites pas ça, Dylan. C'est juste, dernier petit truc, vraiment 30 secondes sur la Coupe du Monde de boxe, enfin sur les championnats du monde de boxe amateurs, pardon. Il nous reste qu'un Français. Alors il y a eu le scandale avec les Françaises, donc on n'aura pas le temps d'en parler. Mais On Françaises y reviendra n'ont pas plus tard. participé. Voilà, les Françaises n'ont pas pu participer à cause des tests de féminité rendus trop tard. Il nous reste qu'un Français en lice qui aura sa demi-finale samedi. C'est Jorgelin César. Le Lyonnais, en moins de 80 kilos, il combat samedi pour la demi. Vous suivez les réseaux de la Fédé, hein, je vous avais dit, tout est dessus. Ils vous mettent un petit lien avec le bon ring filmé au bon endroit sur le site internet. Donc n'hésitez pas à suivre la Fédé de boxe sur Insta et compagnie. Ouais, et plein de force à lui pour cette demi. Et ouais, on en reparlera. On se fera quand même un petit bilan et revenir sur ce qui s'est passé avec les femmes aussi quand la compétition sera complètement terminée, les gars. Ouais. Merci à tous. Merci les gars. Kabir. Merci Kabir. Merci Dylan. Merci Philippe. Des bisous. C'était vos 4 Merci, fantastiques les gars. de Jabenouk pour. On s'est régalé, je pense. Hein. C'était un régal cet épisode. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir
sans doute le plus gros week-end de boxe de l'année. Je sais même pas pourquoi j'ai dit sans doute. Le plus gros week-end de boxe de l'année, il est devant nous. Et, Newcastle, on, ouais. voilà, et on se retrouvera pour vous débriefer tout ça. Ciao à tous et à très vite dans Jab Nook sur Jab Life. Ciao, ciao.